Et bienvenue à tous pour ce 49e podcast Manchester Devils. Donc dans ce podcast, nous allons revenir sur le match de Coupe de légende que nous venons de vivre cet après-midi. On reviendra aussi sur les derniers mouvements qu'il y a eu ces 2 dernières semaines, vu qu'on n'a pas fait de podcast la semaine passée, vu qu'on ne jouait pas. Donc que ce soit sur et en dehors du terrain. On commencera avec la petite info, la petite habitude, et on finira par un point sur la gestion des prêts à Manchester United. C'est moi qui ai eu l'idée de ce thème parce que en voyant certains prêts de départ qu'on a fait ce mercato d'hiver, je me suis dit mais est-ce qu'on a le bras trop lourd sur la sur la vodka quand on prend nos petits déjeuners, parce que je ne comprends pas les prêts qu'on fait. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X, Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre un petit like et un commentaire sur la vidéo. Ça nous aide énormément. C'est gratuit, ça prend très peu de temps. On compte sur vous. On voit que le nombre d'abonnés augmente, le nombre de vues c'est aussi positif. Donc, n'hésitez pas à commenter, aussi à nous dire ce que vous pensez en commentaire, hein, si vous voulez de nouveaux formats ou si vous avez tout simplement des commentaires sur le podcast. Donc, on va commencer tout de suite par quelque chose que Le carton rouge. le On carton met, rouge. on met les pieds dans le plat. Le carton rouge, donc vous savez mon amour pour Rashford, et j'aimerais bien éviter d'en parler chaque semaine tellement il me sort par les oreilles. Pour être poli, sur le groupe WhatsApp, c'est d'autres mots que ça qui sortent, mais donc j'avais pas mal d'idées, il y avait pas mal d'infos qui étaient soit intéressantes, soit loufoques à la Manchester United, mais bon, depuis Mais, mercredi, mais Rashford a décidé Rashford a de décidé voler la de. vedette. Exactement. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, Marcus Rashford est sorti mercredi soir, d'abord en boîte à Belfast. Donc, alors qu'on sortait de plus de 10 jours de pause, donc il a eu le temps de faire des séances au fitness. On l'a vu, les vidéos. Il manque plus qu'il prenne un ballon pour qu'il réfléchisse un peu. Mais bref, ça, jusque-là, bon, moi j'ai un peu de problème avec ça. Mais rien de bien surprenant. Il fait partie des joueurs de foot ont aussi le droit de sortir. Bon, un mercredi à Belfast, je sais pas ce qu'il y a. Et il a eu l'excellente idée, comme un ado de 15 ans qui avec une bonne soirée le vendredi, de retourner dans le même bar le samedi, le jour d'après. Donc il est sorti aussi le jeudi soir. Et ce qui est déjà Et pas de inadmissible. chance. Ce qui est, ouais, Et pas de chance, il est tombé malade. il est tombé malade. Donc, il est sorti le jeudi soir. Et le vendredi, lors de l'entraînement, on voit la première notification, hein, d'ailleurs, je crois que Mohamed, tu l'avais envoyé sur le groupe, Sur le comme groupe. quoi Rashford et Evans étaient malades. À ce moment-là, on ne savait pas tout ça. Et la finalité, c'est bien sûr que Rashford était pas malade, était juste pas en état après être sorti 2 jours de suite. Donc, une bien belle semaine pour et la preuve encore une fois de la bêtise de ce type de Marcus Rashford qui a 26 ans, hein, aujourd'hui. C'est plus si c'était Garnacho, on aurait déjà on va pas dire des réticences, mais on aurait déjà râlé, on aurait mis le haut là. Lui, il les enchaîne, hein. On rappelle aussi que l'année passée, il avait été mis sur le banc un match face à Wolverhampton après être arrivé en retard. Il avait rien, et c'était la période où il était en feu, hein, donc, où il marquait à tous les matchs. Il avait rien trouvé de mieux que de simplement, dès qu'il est marqué, mettre le doigt sur la bouche. Donc là, Marcus Rashford, hein, comme on appelle ça, dans le game, il a fait la même chose d'ailleurs quand il a marqué son premier goal depuis 408 ans. Là. Bref. Donc, euh, encore une fois, un problème avec Marcus Rashford. On se rappelle de l'été passé, où je sais plus, il y a 2 ans, où vraiment les journalistes les plus fiables de Manchester United et qui défendent beaucoup les joueurs, surtout anglais, avaient émis des sérieux doutes sur le fait qu'il ne s'impliquait plus du tout dans le foot et beaucoup trop sur la vie, que ce soit sponsor et associative, même si autant je respecte absolument pas le footballeur, ce qu'il fait à côté pour les enfants, par guillemets, de Manchester, donc ça c'est beau. Mais bref, donc il y a déjà eu des problèmes là. Si vous regardez, il a eu déjà eu des problèmes avec Mourinho, de comportement. Alors à ce moment-là, il était encore tout jeune. Et encore l'année passée, hein, non, juste avant que Ten Hag arrive,
des problèmes avec Rangnick, qui avait fini par le mettre sur le banc pour Elanga. Hein. À l'époque, on a Mm. vite oublié ça, mais il n'était pas blessé à cette période-là quand il jouait très peu. Donc, je suis désolé, ça commence à faire beaucoup. Et on en parlera après, en grande partie avec l'arrivée de notre nouveau CEO, donc de ce qu'on doit changer, de certaines phrases choc qu'il a dit tout au long de sa carrière à Manchester City. Et c'est le gars qui est censé être le symbole de ton club. Et pour moi, ben, désolé d'être vulgaire, mais il pisse sur notre club comme Martial l'a fait. En fait, la seule différence avec Martial au final, c'est que Martial est français et pas anglais. Je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que j'ai eu une petite déconnexion là, mais le manque de, on en parlait en off avec Jérémy, le manque de consensus entre le club et ce qu'a dit Ten Hag juste avant le match. Ah oui, alors ça c'est. Parce que tu as le communiqué du club qui dit il est malade, et tu as juste avant le match où on pose la question à Ten Hag où il dit c'est une affaire interne. Donc même là, tu vois que ça cherche à tout prix, j'ai l'impression, le club cherche à tout prix à défendre, comme tu dis, l'étendard, le porte-drapeau de Manchester, et on commence à croire que Ten Hag, justement, il commence à en avoir marre aussi. Bah en fait, le problème, c'est que Ten Hag, pour moi, il avait agi trop violemment avec Sancho et pas de manière réfléchie. Et en fait, il aurait dû réagir exactement comme il vient de faire avec Rashford et lui dire c'est en interne, on gérera ça. Mais le communiqué du club, en fait, ça vient tout de suite saquer l'autorité L'autorité, du ouais. manager. Parce que là, je suis désolé, normalement, il doit faire 3 semaines sur le banc où je suis gentil. Et on sait très bien, et avec ce communiqué-là, on a vraiment l'impression que, encore une fois, c'est le club qui décide ce qui se passe à tous les étages et puis c'est des incompétents. Le power player. Après, ça laisse quand même à se poser beaucoup de questions. Alors, je vais faire une généralité, hein, mais c'est parce que ça se voit. Et je sais que ma généralité est fausse et je vais laisser l'option à beaucoup de jeunes de pas être comme ça. Mais tu as quand même une certaine récurrence sur un manque de professionnalisme qui sort des joueurs qui sortent de chez nous. Moi, ça me fait penser cet Lingard, incident Pogba, Ravel Morrison. ouais, El Greenwood qui pour sa première sélection ou c'est tout début en sélection quasiment si c'est pas la première, pareil, il se fait attraper Si, c'est parce la qu'il fait le première. mur. Il fait le mur, il La se fait première. sortir de sa première sélection. Avec Tout Foden. ça, ouais, voilà, tout ça, c'est des jeunes qui ont grandi chez nous, en fait. C'est des jeunes de Manchester qui ont grandi chez nous, qui ont été élevés, éduqués par le club. Et ben, en fait, ça laisse quand même à se poser des sacrées questions sur la manière dont ils sont éduqués. En fait, moi, Quand, c'est pas l'éducation. Moi, Bah oui. je pense, alors ça c'est sûr, mais je pense que c'est générationnel. Je pense pas que c'est plus chez nous qu'ailleurs. Tu vois. en tout cas, chez nous, ça se voit beaucoup. Et Oui, parce que nous, une dernière chose, quand on dit que tous ces joueurs-là, c'est leur entourage qui est pas bon et néfaste et les entraîne là-dedans, bah les gars, tout cet entourage-là, il est aussi de Manchester en fait, et autour du club Ouais, de Manchester. c'est du local, entre guillemets. Donc c'est Et ouais, et à un moment donné, il faut peut-être se poser aussi les bonnes questions. Moi, j'ai souvenir de Ferguson qui disait Ravel Morrison, on va le prêter, on va l'emmener loin parce il avait même pas prêté, pardon, il avait transféré à West Ham. West Ham, je crois, West chez Brom, je Sam crois, non Allardyce. Justement, en disant, il a besoin de quitter son entourage, il a besoin de quitter ce milieu parce que s'il reste à Manchester physiquement, il va mal tourner. Bah, en fait, alors ça va, hein, les gars, on dit ça, Greenwood a mal tourné, mais on va dire que Rashford a pas mal. on va dire. Ouais, mais Rashford n'a pas mal tourné, mais tu sens quand même qu'il y a un truc qui est pas clean, quoi. Il y a un truc qui est pas clean, hein. Et en fait, si tu prends tous ces joueurs-là, alors moi, je maintiens que c'est générationnel et nous, on le voit plus à Manchester United parce que nous, on suit toutes les infos de Manchester United. Donc, on le voit plus. Et en plus, c'est en Angleterre. Les tabloïds sont toujours très près. Dès qu'ils ont une seule info, une seule photo. J'entends, je pose une question et je te laisse continuer. Ça, c'est enfin, ça va, je réponds à ce que tu dis. Est-ce qu'il y a autant de problèmes à Manchester City avec leurs jeunes? Et sachant qu'ils partagent localement le même endroit, du coup. On est dans la même ville. Je ne sais pas. Alors, un truc est sûr, c'est qu'ils ont une structure qui est bien plus stricte que la nôtre. En fait, le problème, je ne pense pas que les joueurs de Manchester United du centre de formation soient plus fêtards, plus bêtes que ceux du Manchester City. Je pense surtout c'est l'impunité de leurs actions qui pose problème. C'est ça. Et au final, moi, Rashford, quand je le vois, pour moi, on en reparlera dans d'autres podcasts, pour moi, il doit partir cet été. Ça doit être le. Comment tu dis en français? Le scapegoat. Bouc émissaire. Ouais, le bouc émissaire, ça doit être l'exemple. En fait, ça doit être l'exemple. Tu peux pas continuer avec ce genre de personne. Et au-delà de l'attitude, en fait, oui, c'est-à-dire que l'attitude de Rashford est problématique, c'est pas nouveau. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que,
en fait, ça nuit à leur carrière. Et si tu prends la liste de joueurs à Manchester United qui ont eu du talent et qui ont foiré ces dernières années parce que ils ont eu des problèmes de comportement, que ce soit Greenwood, c'est encore à part. Parce que Greenwood, c'est vraiment hors football, c'est dans le privé, il a merdé complètement. Moi, j'en veux. Bref, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Mais il a mis en danger sa carrière foot, mais je sais pas comment m'exprimer. Par contre, on a toute la génération Pogba, Lingard, Ravel Morrison, tu peux rajouter Rashford, tu peux rajouter une bonne partie des joueurs qui sont de cet âge-là. Rashford est un poil plus jeune, mais c'est la même chose. Ou en fait, tu peux rajouter Martial, même s'il n'a pas été formé chez nous. Tous ces jeunes-là, tu as l'impression qu'ils gâchent leur carrière. Tous ces joueurs-là, ils ont un talent énorme. Tous ceux que j'ai cités là, même Lingard, on en aime ou pas, ils ont un talent énorme. Et en fait, ils sont, alors moins que les autres que j'ai cités, c'est clair par rapport aux autres, voilà. Mais en fait, ils vont finir. Tu aurais pu citer Pogba aussi, hein, parce qu'en fait, il n'est pas anglais, mais il a grandi. Ouais, il a cité Pogba. J'ai cité Pogba, mais Rashford et Martial, pour moi, c'est ces deux exemples qui sont très bons parce qu'ils sont arrivés les deux, alors de deux endroits différents, hein, Rashford de Manchester, Martial de Monaco. Ils ont des qualités techniques. Surtout Martial. Martial a beaucoup plus intrinsèquement, il est 2 fois plus fort que Rashford. Mais les deux, par leur suffisance, par ce qui se passe à côté du terrain, par leurs problèmes de couple, parce que Rashford aussi. En fait, tout ça, ça touche. Dès qu'il se passe quelque chose avec ces joueurs-là, dès qu'il se passe quelque chose dans leur vie privée ou en dehors du foot, ça impacte le foot. Exactement. Kyle Walker, il y a des infos qui sont sorties cette semaine, comme quoi il trompait. Donc il avait une maîtresse et qu'il avait trompé sa maîtresse. Donc c'est magnifique. Mais oui, mais tu peux tromper ta maîtresse. je sais pas comment t'es un dieu. T'es hors concurrent. Mais oui, mais par contre, lui, le week-end, tu vois pas ça. Franchement, jouer sur le côté gauche d'un terrain de foot, mais les gars, il y a une malédiction, c'est pas possible. En lac, mais je suis désolé, c'est que Manchester United, on est beaucoup trop permissif et en fait, on voit tout le laxisme. Et si on revient sur Rashford, bah en fait, maintenant, Ten Hag, il est dans la merde. Tu veux faire quoi? Le club a communiqué. Donc, s'il le met sur le banc, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre du club, du même club qui peut le virer du jour au lendemain, c'est complicado. Hein. Mais du coup, pour vous, donc pour conclure là-dessus rapidement, ça serait quoi pour vous la sanction adaptée? Bah, il n'a pas joué aujourd'hui. Voilà la sanction qu'il a eue. Purée, là, j'attends un peu plus en sanction. Ça tiendrait qu'à vous. Si ça tient qu'à moi, honnêtement, il commence sur le banc sur plusieurs matchs. Moi, il recommence. J'ai pas le chiffre, mais sur plusieurs matchs, quoi. Pour moi, je le mets out même. Je le mets pas sur la feuille de match. Non, moi, si ça tient qu'à moi, non, tu le mets pas out. Il prend une amende et tu le mets sur le banc. Si tu le mets en tribune, entre guillemets, il viendra peut-être pas au match. Tu le mets sur le banc. Il vient et il va nous regarder de là-haut. Ouais, mais comment tu vas l'obliger à venir? Tu es obligé, tu fais partie du voyage. Quoi? Ok, tu rigoles. Obligé. T'es pas obligé. Hein. Si t'es pas dans le groupe, t'es pas obligé. Je serais d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est que moi, ce que je ferais, c'est fini. Oui, mais ça marche pas. C'est un truc. Je comprends, hein, je l'entends, mais tu sais bien qu'avec le club, c'est pas possible. Parce que même si tu veux le vendre, tu flingues encore plus à son prix. Si tu fais ça. Ce que j'aurais fait à la place on n'en est plus à là, savoir le prix, machin. Ce que j'aurais fait à la place du CEO, là, le lendemain, j'appelle l'Arabie Saoudite. Vous n'avez pas une offre? 60 millions? Allez, ça part. Alors, ça n'arrivera pas parce il y a des grandes manœuvres qui sont en train de se mettre en marche. Alors, on en parlera avec Omar Berda. Et il n'y a aucune décision de cette importance-là. Parce que, mine de rien, même s'il n'est pas bon trop souvent, même s'il a un comportement dégueulasse, c'est l'asset numéro 1 marketing de ce club, même si je le comprends pas et tout, on en parle assez souvent, mais c'est l'asset numéro 1 et tu le dégages pas comme ça contre. Mais au final, tu es dans la merde parce qu'en plus, on a encore vu le match aujourd'hui. Tes ailiers, c'est tout sauf ça. Alors lui, il fait partie du problème aussi. Hein, il n'est pas meilleur ou moins bon que les autres ailiers. Et en fait, tu vas demander à Ten Hag d'être strict avec lui. Moi, c'est ce que j'attends de lui. Mais en même temps, il veut sauver sa tête, donc il doit suivre un communiqué du club que tout le monde sait faux. Le pire, c'est que le club, c'est là où c'est des amateurs, après on va passer au vrai, mais le gars, ils font un communiqué comme quoi il est malade et qu'il n'est pas en état de jouer. Les gars, il y a des vidéos qui sont sorties de lui jeudi soir. On n'est pas naïf. Moi, je t'ai dit, il a peut-être attrapé un Covid au bar, hein, ça arrive. Il a un petit Covid vite fait. En rentrant. Il est tombé amoureux de la serveuse à Belfast. Moi, en vrai, quand j'ai vu l'info, première réaction, comme je l'ai dit sur le groupe,
honnêtement, je m'en fiche. Sincèrement, je m'en fiche. Qu'il aille en boîte, qu'il fasse sa vie, il peut aller en boîte tous les jours, tant qu'il vient à l'entraînement, ça me va. Et qui À partir du moment là où performe. et après qui performe. Oui, qui Oui, performe. mais après, c'est pas parce que tu restes à la maison que tu vas être en forme aussi, que tu vas performer à l'entraînement. Donc moi, ça c'est le premier point. Deuxième point, ben, avec Sancho, il y a eu entre guillemets ce type de problème. Moi, j'attends en fait, moi, ce que j'attends en fait, c'est que ça vienne de l'entraîneur. Si c'est trop permissif, si tous les joueurs se permettent de faire ce genre de choses, c'est que ça vient de l'autorité. Et qui incarne l'autorité sportive? Tu vois bien que déjà, il y a justement conflit d'autorité entre le club et le coach. Là. Parce que le coach, moi là, je trouve que Ten Hag, aujourd'hui, il a bien répondu. Là, il a bien répondu. Il aurait dû répondre d'ailleurs la même chose avec Sancho, mais... Exactement, sur Sancho, il aurait pu dire il était malade et il réglait ça. Là, il l'a clairement dit. Non, c'est en interne, c'est une affaire interne. Ouais, et j'ai envie de te dire que c'est bien fait pour Ten Hag. Pourquoi? Parce que il a passé son temps à défendre Rashford, à le mettre en avant. À chaque fois qu'il était mauvais, ah oui, mais on lui fait confiance, ça va prendre du temps, il va revenir. Et ben c'est bien fait en fait. Parce que si tu l'avais mis sur le banc quand il était pas bon, quand il se foutait de ta gueule, exactement. Ben, t'aurais pas eu tout ça. Et c'est ce que j'ai pas arrêté de répéter. Mais Ten Hag, bien fait. Maintenant, la décision que tu dois prendre, soit sauver ta place ou remettre Rashford parce que la direction souhaite que le niveau de Rashford, c'est peut-être pas lui qui va lui sauver sa tête. Hein. Non, mais en fait, moi, le seul truc que j'ai un problème encore une fois avec ce club, heureusement, il y a des gens qui vont arriver et qui auront sûrement le pouvoir de changer ça, c'est que quand tu vois la réaction du club aujourd'hui, tu as vraiment l'impression que c'était les pompiers qui couraient pour essayer de sauver Rashford, toi. Non, on fait un communiqué, parce qu'on n'a jamais vu un communiqué. T'as vu un communiqué sur Johnny Evans? Une absence. Jamais. Johnny Evans, il est vraiment malade. Mais ça arrive dans tous les clubs, en fait, que des joueurs ne viennent pas à l'entraînement parce qu'ils sont sous. Et puis cette année, Grealish aussi, c'est arrivé. On n'a jamais eu autant d'absences pour maladie cette année. Hein. Lui, il n'y a pas eu à chaque fois des communiqués. Mais en fait, le club vient courir au secours d'un seul joueur. Et en fait, tu te demandes, est-ce que c'est pas une consigne du club? D'ailleurs, après, on va clôturer sur le cas Rashford là-dessus. Si vous vous souvenez bien, les insiders, au moment de la signature de Rashford, de Ten Hag, une des raisons pour lesquelles Ten Hag a été pris, c'est qu'il a exposé un plan pour expliquer comment il allait faire de Rashford un top joueur. Après, c'est un truc que je voulais ajouter, juste, il y a deux choses. Un, Adama, quand t'as dit c'est bien fait pour lui par rapport à Ten Hag, je peux t'avouer qu'effectivement, c'est dur quand tu vois que finalement, il a mis de la confiance dans le joueur et que ce joueur fait pas les efforts et le plombe, se fait tirer dessus. Donc ça, déjà, effectivement, mauvais cheval de bataille. Deuxièmement, après, il y a une réflexion qu'on n'a pas opté aussi de pourquoi est-ce que le club se comporte comme ça. Je suis presque sûr, on pourra peut-être le vérifier, mais c'est assez dur à trouver comme info, mais ça avait dû filtrer, que c'est le club qui gère l'image médiatique de Rashford. Tu sais, depuis depuis le fameux contrat Wayne Rooney, où quand on l'avait prolongé pour la dernière fois, on avait inclus ses droits à l'image. C'était une première, on le faisait pas jusqu'à présent, avant le dernier contrat de Wayne Rooney, où en fait le joueur en fait laisse les droits médiatiques au club qui les gère. Donc les droits médiatiques. Je suis presque sûr que Rashford a ce même type de contrat actuellement et que du coup l'image du joueur est gérée par le club et non pas par le joueur. Donc, ce qui peut expliquer aussi certains choix quand on dit vous avez vu sur d'autres joueurs, quoi. Parce que ça, on le fait pas sur tous nos joueurs. On le fait sur certains joueurs considérés comme majeurs. Et donc, tu as un conflit d'intérêt Exactement. à l'encontre du club. Exactement. Et moi, je suis désolé. Rashford, ça peut être ton image marketing numéro 1. Premièrement, il a rien sauf la gueule d'un leader. Que ce soit sur le terrain ou dans son attitude. Alors, je sais plus si je l'avais sorti en podcast ou seulement je l'avais envoyé dans le groupe. J'ai fait le compte sur les 3 dernières années des joueurs les plus décisifs en première ligue. Il finit 18e. Donc, non, tu n'es pas élite, frérot. Surtout que tu n'apportes que des contributions parce que dans le collectif, c'est dégueulasse. Et tu regardes, on a changé énormément de capitaines et tout. Il n'a jamais été mentionné une seule fois.
Là, il fait sûrement partie des gens que Mourinho a dit qui se cachaient. Hein. Mourinho, il avait ciblé des joueurs. À ce moment-là, il avait 20 ans, donc voilà. Mais c'est normal. Et donc, il y a ça. Tu rajoutes le problème. On vient de voir le problème là, le problème qu'il y a eu avec Rangnick, le problème qu'il y a eu avec Mourinho. On se rappelle du match contre Newcastle. Si ça, c'est pas un problème de comportement, je sais pas ce que c'est pas des problèmes. Ça fait beaucoup. Hein. Et on commence vraiment à tourner dans le cliché de la starlette anglaise qui se prend pour ce qu'il n'est pas, ce qu'on vit à Manchester, mais ce qu'on vit aussi dans énormément de ces starlets en Angleterre. Mais en fait, c'est de notre faute, parce que c'est nous qui permettons tout ça. Martial, c'est nous qui on leur donne de magnifiques contrats et on leur dit, continue. En fait, tu les récompenses, en fait. Au-delà des pourquoi ils vont se dire, pourquoi ils vont arrêter, en fait? Comme l'a dit Antoine, je pense pas que ce soit les contrats, c'est surtout l'impunité. Dès que tu fais un truc, il n'y a pas de sanction derrière. C'est comme un gosse. Hein, ils ont fait virer un coach. Donc, dès qu'ils ont fait virer pas qu'un seul, je pense. Ouais, mais quand à partir du moment où ils ont fait la première fois virer Mourinho, c'était terminé. Ouais, exactement. On en avait déjà discuté, hein, mais pour moi, c'est la bascule. C'est quand le club a décidé. Alors, j'étais pour licencier Mourinho, mais pas pour ces raisons-là. Et quand le club a décidé que Pogba et Rashford, c'était les deux joueurs au centre. Non, il y avait Martial. Les trois Pogba, Martial, Rashford, les trois qui étaient au centre de cette fronde anti-Mourinho. Quand les trois ont réussi à le foutre dehors, tu as donné le pouvoir à ces joueurs-là. Et Rashford, si ça prouve son attitude-là, ça prouve qu'il sait qu'il a le pouvoir à Manchester United. Parce que même l'été qui suit, tu vires Lukaku et Sanchez pour laisser Martial en œuvre. Et si tu regardes un autre joueur que je trouve insupportable, Anthony, il sait qu'il est remis en question à Manchester United, encore heureux, hein, vu ce qu'il fait, il se permettrait pas ça. Non. Donc voilà, donc Rashford, encore une fois, il arrive à faire parler de lui quand il n'est pas sur le terrain. Oh, j'ai rajouté, bon, c'est un autre problème, ça peut arriver à tout le monde, mais on rajoute encore l'accident de voiture qu'il a eu cette année. Ça commence à faire beaucoup quand même de choses pour lui. Donc voilà. Ça devait durer 5 minutes, on a pris 20. donc voilà, donc on va passer alors cette fois à quelque chose qui va être un peu plus rapide. Oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Donc ouais, sur le match du jour, donc une victoire 4-2 face à 14e de Division 4. 16e de Ligue 2. Newport Country. 16e. Newport Country, je vais juste voir parce que j'ai vu 16e, c'était 16e, pardon. C'est des professionnels, il ne faut pas oublier que la 4e division en Angleterre. Oui, c'est des professionnels. Il y a 7 ou 8 divisions professionnelles en Angleterre. Donc faut se rendre compte, c'est sûrement le niveau. C'est sûrement le niveau deuxième partie de Ligue 2. C'est sur ce niveau-là. Donc, par contre, peut-être pas. Mais... on a vu. Pour moi, ouais, quand même. La Championship défonce la Ligue 2. Oui. Oui, ça y a pas d'autre. Pas là pour débattre là-dessus. Ouais, voilà. Donc, une victoire 4-2 avec des buts de Bruno Fernandes, Kobe Mainoo, son premier but en pro. Anthony. Son premier but en pro aussi. Et vu la célébration, oui. Ouais, qu'on se moque plus des célébrations de Weghorst, hein, qui lui, pour le coup, avait, je trouve, humainement raison de célébrer. Tu vois. Et Rasmus Højlund qui a marqué, je crois que c'est son 3e match de suite qui marque. Même lui avec une célébration très donc libératrice. Oui, on sent qu'il n'a pas d'occasion, le pauvre. Alors j'ai noté quelques points. Vous me dites si vous avez d'autres points à rajouter, puisqu'on va pas faire non plus maintenant. Lisandro Martinez, très positif, et on voit que ça va changer énormément. C'est notre meilleur joueur à la relance. Mainoo et Casemiro, ça peut être prometteur. Je déteste le seul point tactique que j'ai pas aimé de ce match, parce que pour moi le fait qu'on soit à 4-2 c'est que dans les têtes, on a besoin d'un psychologue, mais bon, quand Rangnick a dit qu'il avait besoin d'un psychologue, il s'est fait pisser dessus par la moitié des joueurs. Donc le seul point que j'aime pas, Dalot en latéral qui rentre dans l'axe, je déteste ça, surtout si c'est pour te laisser Varane sur le côté droite, je déteste ça vraiment, c'est le seul point tactique que j'aime pas. Et donc j'ai quand même mis Anthony dans les positifs, même si son match pour moi il est pas bon. Oui. Non, mais il est obligé d'être homme du match. Tu peux pas faire autrement. Non, mais rigole pas, t'as pas le choix. Un but de passe décisive, il est homme du match. Un but de passe décisive. Il a pas deux. Non. Et pour moi, un dernier truc que j'ai mis, c'est que même face à une 4e division,
qu'est-ce que doit faire Højlund pour avoir un putain de ballon, quoi. C'est dingue. Il marque, je crois que sur les 3 derniers goals qu'il marque, sur les 3 matchs où il marque, là, les derniers, en tout, il a 4 tirs. Oui. Et là, on est gentil de compter. C'est pas une action, là. Hein. Et là, je crois que c'est pas des passes D. Hein. Il n'y a aucune passe D. Oui, de toute façon, le corner, c'est considéré comme une passe D. Même si elle est mais ça rebondit sur un joueur. Alors, je sais pas si ça a été considéré comme une passe D. Oui, mais après, le but à Rashford, il tire, le défenseur contre et il prend la balle, il marque. Ouais. Et là, aujourd'hui, encore pareil, Forson qui tire, gardien la repousse et il prend. Donc, il n'y a pas de passe D. Il a pas de... on lui crée rien, en fait. Donc, je suis un peu dégoûté pour lui. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je l'ai vu vraiment. Je sais pas si vous avez entendu vraiment. Il y a un micro qui était proche du goal. Il a insulté Garnacho au bout d'un moment parce que c'est pas possible. Mais bref. Non, mais Bruno a ses défauts. Ouais, Bruno a ses défauts, mais il a chopé aussi Garnacho sur le. Oui, mais bon. le deuxième but. S'il pouvait se choper lui-même, ce serait. Oui, non, mais. Ok, il a ses défauts, Bruno, mais il a quand même attrapé en lui disant centre. Ouais, il a fait un bon match de fils unique. Garnacho nous a quand même lâché un sacré match de fils unique aujourd'hui. Mais Anthony sur aussi. toutes les actions, il voulait mettre sa frappe. Si c'est Rashford qui fait ce type de match. Ah oui, il est défensif. On leur rappelle le podcast dessus. Ah bah Adama, quand même, dans la conversation, on a plus de conversation. 19 ans que 26 aussi, c'est pour ça. Oui, et puis dans la conversation, on a bien dit que, enfin c'est Mohamed qui l'a dit, mais on était tous d'accord que Garnacho était en mode Rashford aujourd'hui. Ça a été dit. Hein. Et un autre problème, c'est que tu as tes deux ailiers qui ne créent absolument rien pour le BU, et que ton numéro 10, aujourd'hui, il n'a pas d'excuse parce qu'il jouait vraiment numéro 10. Parce qu'avec Maïnou et Casemiro, il n'avait pas McTominay derrière qui l'empêchait et qu'on le laissait aller. Hein. Je le redis, je l'avais dit juste avant que Højlund arrive, j'avais dit j'espère, parce que sinon je vais taper des crises de colère, j'espère que c'est pas Højlund qui fera des passes pour nos ailiers. Je tiens à dire que Højlund fait plus de passes pour nos ailiers que ce que nos ailiers font des passes. On est dans cette situation. Non. Ce que tu avais dit, c'était qu'il joue pour Rashford, que Højlund joue pour Rashford. Je me souviens très bien. D'accord. Højlund joue pour Rashford. Si tu veux, mais si on avait Rashford à gauche, là, c'est la même chose. Højlund, le match que tu n'as pas regardé, le match que tu n'as pas regardé, c'est bien Højlund qui remet pour Rashford au moins 2-3 fois dans le match. Højlund a joué quand même. Ça me tue parce que j'ai pas envie de défendre Rashford. Il a joué quand même le match, Højlund. Arrête. Mais non, Rashford c'est le rôle unique aussi. Mais en fait, pour moi, le problème c'est aussi Bruno, parce que t'as tes deux ailiers qui font jamais un bon centre. Tes latéraux sont très limités en termes de centre aussi, même si on marque sur 2 centres en retrait là, hein, quand même. Et t'as Bruno qui est incapable de trouver une passe dans l'axe. C'est-à-dire que à chaque fois que Bruno il a la balle, vous avez vu, il peut bien gueuler sur Garnacho, mais à chaque fois qu'il a la balle, il faisait la passe à qui? À Garnacho. Et à chaque fois qu'il a la balle, quand il y a Rashford, il fait la passe à qui? Pas grave, il court, il presse. Il crée 10 occasions par match, c'est bien. Oui. Tu sais pourquoi il a 10 occasions? Parce que j'ai été voir plus en détail les stats. En fait, à chaque fois que tu passes un joueur et qu'il tire, ça te fait une occasion créée. Bah, tu m'étonnes. C'est bon. Il passe à il fait la passe à Rashford et Rashford est 10 fois par match. Non mais Rashford et Garnacho, les deux. Rashford et Garnacho. Tu fais les passes à ces deux-là, t'es ok. Les gars, alors attendez, Anthony a beaucoup de défauts, mais ça fait plusieurs matchs qu'honnêtement, il tente pas plus de 1 ou 2 frappes par match. Ah, c'est quand même. T'as vu le match aujourd'hui? Aujourd'hui, il en fait 6 ou 7, hein. Quand même. Non, peut-être pas, mais au moins 3-4. Hein. Non, il y en avait 4 à la mi-temps. Bien sûr qu'il a tiré 7 fois. Mais les gars, aujourd'hui, c'était un match contre une des 4. Mais reprenez les matchs, prenez les stats en championnat, il fait pas beaucoup de frappes ces derniers temps. On l'avait même soulevé dans les derniers podcasts. Ouais, c'est vrai. D'accord. Allez, on en a parlé dans les derniers podcasts en disant que. Passons à autre chose. Il est toujours dans les joueurs qui ont le plus tiré en première ligue alors qu'il a fait 3 mois de prison. Donc voilà, pas grand chose à dire. Si ce n'est que. Toujours aussi faible mentalement, même face à une décarte. Non, mais là, je pense qu'ils sont en train de. Tu mènes 2-0. On faible mentalement, mais attends, il y a le coach aussi qui participe à ça. Parce que tu fais rentrer, tu fais changement Maguire-Martinez, on a compris pourquoi. Parce qu'il voulait. Non, mais il restait 2 minutes à Dama, arrête. Là, ça rentre pas en ligne de compte. Non, mais tu rigoles. Attends, il reste 2 minutes. Lisandro, il revient de blessure. Tu vas pas risquer. À la 88e? Bah, justement, s'il joue 5 minutes supplémentaires. Non, Adama. Il y avait 9 minutes. Elle était à la 88e quand il fait rentrer. Oui, mais il y avait 9 minutes d'arrêt de jeu. Il y avait 9 minutes d'arrêt de jeu, donc en finale, t'es à 12 minutes de. Le problème, c'est que le coach sur ce match. Je suis d'accord, c'est trop tard.
Je suis d'accord avec Adama, c'est trop tard, mais pour moi, il y a une nécessité de changement. Le remplacement qui est ridicule, par contre, c'est de faire sortir Varane à 2 minutes de la fin du temps additionnel. Si on menait 2-0, est-ce qu'il aurait fait le changement? Oui. Ouais, il a fait cette année, il a fait beaucoup de changements quand même. Il aurait fait avant. Ten Hag. En fait, le problème là, je suis désolé, on va pas faire long. Ten Hag, il a rien à se reprocher sur ce match-là. C'est dur un peu Adama là. Non, c'est pas que je veux lui reprocher quelque chose, mais on parle de la fragilité mentale. Mais regarde ce bâtard de Dalot. Regarde ce bâtard. Le gars, ce connard, le gars sur le goal, le 2-2 qu'on encaisse, il lève les mains et il râle sur tout le monde. Regardez l'action, c'est sur son côté quand même. Il a même pas fait l'effort d'essayer de faire quelque chose. Et en fait, moi je suis pas d'accord, c'est que le problème mental, on le voit depuis 4 coachs, donc ça peut pas être le coach. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y participe. Parce qu'en en changeant Martinez pour Rashford, quand tu t'envoies un message en fait. Oui, mais quand il y a 3-2, tu gagnes 3-2 à ce moment-là, moi je suis assez d'accord sur le fait que s'il avait fait ça à 2-1 à la 65e minute ou à la 70e minute, je t'aurais dit. Oui, tu dis que c'est pour aménager. C'est pas faux. Ça respire pas la tranquillité. Et tu sais que ton équipe est pas capable de faire 4 passes de suite parce qu'on a des poulets sans tête quasiment. Tu te dis que de toute façon, leur seule occasion possible, ils vont jouer sur des longs ballons et tout. Moi, le changement. Je dis pas que le changement est mauvais. Je dis simplement que ça participe. Tu vas pas rassurer en fait les joueurs en procédant de la sorte. Après, il faut pas perdre de vue que n'importe quel remplacement ne pouvait pas être forcément excellent parce que je vous rappelle, et c'est assez notable pour être noté, qu'on était quasiment sur notre équipe type ce soir. Ouais. Les 4, les gars, putain. Ben ouais, mais après, c'est la vérité, hormis le gardien. Et comme j'ai dit, on peut discuter sur un ailier si tu veux pas Anthony ou Garnacho et que tu veux caser Rashford. Mais le reste, on peut. Même si on joue avec notre équipe 2, on joue contre une D4. Au bout d'un moment, les gars, faut pas non plus suranalyser ce match. Oui, on est passé. Ça reste un match de coupe. C'est un match de coupe. L'atmosphère était géniale d'ailleurs, mais spéciale et tout. S'il y a 5-0 à la mi-temps, il y a aussi personne qui dit rien. Donc, bien sûr qu'on doit faire mieux, on est tous d'accord. Moi, les points que j'ai cités, il y a certains points qui me rendent fou. Que face à une D4, ton attaquant de pointe est un tir du match et c'est un. Mais en fait, c'est ça le problème ce soir, c'est qu'en fait, tu vois encore plus les défauts de cette équipe parce qu'il y avait de l'espace ce soir. Quand les matchs ils sont serrés, tu les vois pas trop, mais ce soir, il y avait des trous énormes dans la défense, ce qui est normal, c'est une D4, no offense. Et quand tu vois les mêmes défauts que quand tu joues Chelsea ou Wolverhampton ou Burnley, j'en sais rien. Chelsea, t'as fait encore plus d'espace que face à eux. Ouais. Donc, mais t'as envie de dire, il y a un sérieux problème. Où je dis là aussi, c'est qu'il faut pas suranalyser, c'est que sans compter le gardien qui a pas fait un grand match dans sa sérénité, même s'il ne peut pas grand chose sur les 2 buts. T'as quand même chaud. Alors déjà, on revenait d'une pause de 2 semaines, c'est pas si évident que ça. J'essaie pas de retrouver des excuses. Et t'as 3 joueurs, ils n'avaient pas joué un match depuis le mois de septembre. Et c'était 3 joueurs principaux. Donc, c'est 3 de tes joueurs principaux. Et donc, tu dois trouver note pas assez bon, mais bon, on est passé. J'espère. Dernier point sur la Cup. Prochain match face à soit Bristol ou Forest à l'extérieur. Forest, exactement. À l'extérieur Bristol. Nous qui l'année dernière, tous les tirages ils étaient favorables, on recevait tout le temps là cette année. Ouais, mais bon, la gueule de notre tirage au sort aussi. Prendre une D4. Il y a eu Manchester City, Newcastle. Je te rappelle que Forest, on a perdu il y a moins d'un mois chez eux. C'est pour ça que je dis Bristol, mais bon. Donc voilà pour le point sur ce match, pas grand chose à retenir, hormis le retour quand même des joueurs. Après, si un point positif quand même, ça fait plaisir de jouer une D4 parce que j'ai vu enfin un de mes gestes de foot préférés, peut-être après le centre, la passe en retrait. Non, la passe en retrait. C'est un vrai plaisir de voir une passe en retrait. C'est dommage qu'il faille jouer une D4 pour le voir, mais voilà. Et c'est dommage que Lyon en fasse 3 au point de penalty et qu'il y a 0 goal sur ces 3 là. Mais c'est ça. Donc on va passer peut-être au point le plus intéressant quand même de ce podcast. L'info clé des 2 dernières semaines, peut-être même l'info clé des 2 derniers mois, depuis l'officialisation. De la décennie. Oui, mais depuis. Franchement, je pense que c'est la meilleure nouvelle depuis à peu près 10 ans, puisqu'on a appris. Non, attendez, je crois qu'on a appris quoi cette semaine? Que peut-être que Martial ne rejouera plus jusqu'à la fin de la saison. Ah, on parle pas de celle-ci. Hein.
parle pas de la même. On parle pas de la même. C'est sûrement les derniers mois de rage de Martial au club. C'est vrai qui a décidé de se faire opérer sur son contrat, il a bien raison. Moi, c'était la meilleure nouvelle de la. Je suis désolé, c'est la meilleure nouvelle de ces 15 jours. Je fais exactement pareil, en fait. Mais je comprends son move, mais pour moi, supporter de Manchester, c'est la meilleure nouvelle que je pouvais entendre. Il va toucher 6 à 7 millions pour ces 4 mois-là, pour ces 6 mois, parce qu'en théorie, ils sont en contrat jusqu'au 30 juin. En sachant que s'il part, c'est ce qu'il touchera peut-être pour 3 ans de contrat. Moi, à sa place, je fais la même. Donc, non, l'info clé qu'on a eue il y a 2-3 semaines, c'est la signature de Omar Berrada en tant que CEO qui remplace le King Richard Arnold. Donc, le GOAT. Qui a réussi à faire Richard Arnold, moi, je l'aime bien, moi. Il a réussi à faire quand tu vois sa gueule, que Woodward quand même. C'est parce que tu te dis que lui, tu peux le croiser au bar et que tu peux avoir une conversation franche avec lui. Franchement, ouais, je te jure. Franche, pas trop. Hein. C'était pour pas qu'il se fasse caillasser sa maison. Hein. Je l'aime bien. Si je l'avais vu un jour, je leur ai dit, ouais, j'aurais postulé. J'aurais dit, moi, je veux travailler. Il t'aurait engagé. Il m'aurait engagé. Il m'aurait dit, c'est quoi tes compétences? Je sais pas. Avec Darren Fletcher. La première question, c'est combien, je crois, avant même de savoir les compétences. Dit, mais moi, je veux 10 millions. Ah, mais c'est pas assez, ça. Non, on va faire 15. 10 millions par mois. Donc, ouais, pour venir sur Omar Berrada, donc qui est Omar Berrada? Omar Berrada, c'est quelqu'un qui est dans le foot depuis très, 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 très longtemps. Donc, il a commencé à Barcelone de 2004 à 2011, où il était surtout responsable du sponsoring. Commercial, je crois. Ouais, donc il a fait 8 ans. Après, il est parti justement à City, où il a commencé comme responsable du développement du business international. Donc, c'est en fait promouvoir la marque City. Après, il était de 2013 à 2015 directeur des partnership sales, donc des partenaires commerciaux. C'est pas forcément. Non, pas que, mais pour faire simple. Mais... Après, il a été senior vice-président du groupe sur la partie commerciale entre 2015 et 2016. Et depuis 2016 jusqu'à 2023. 2024, première semaine 2024 où il a rompu son contrat, il était chef des opérations, donc Chief Operating Officer, pas CEO, COO, donc c'est un cran au-dessus. Donc c'est quelqu'un qui est très très respecté dans le monde du football, qui a une de grandes connaissances, que ce soit en termes de sponsoring, ce qui reste clé pour Manchester United. On peut pas juste mettre un footeux, quoi. Donc. Et par contre, ça va faire bizarre après Woodward et Arnold, mais quelqu'un qui sait ce que c'est un 1-2. Donc voilà, donc un gros coup qui a été fait. Après, je vous demanderai après votre avis. Pour moi, il y a un exemple qui montre encore plus le gros coup que c'est la réaction de Pep Guardiola. Le petit seum. Attention, je vous ai posté la vidéo en entier, vous laissez pas tranquille quand même par les commentaires très coupés. Oui, il le dit, mais il le dit dans un contexte où d'abord, il dit beaucoup de bien de la personne. Enfin, c'est pas juste. Mais il a un petit seum. On n'est pas juste en mode seum. Il a le seum parce que tu vois quand même qu'à la fin, il dit, quand il dit, je ne sais pas si ça va tout changer. Aucun fan de Manchester United a dit que ça allait tout changer. Et où il dit, mais à la fin, c'est bien qu'il aille là-bas et qu'il parte avec les connaissances qu'il a acquises, mais on a toujours De Bruyne et Haaland. Ça montre que c'est pas. Ça montre il a pas fait ses commentaires quand on a pris les fils Fletcher du centre de formation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très très respecté dans le foot, comme j'ai dit, et qui a fait énormément de commentaires ces dernières années, depuis 10 ans, sur sa vision du foot, sur sa vision de la gestion d'un club, d'un effectif, des transferts. Il y a plusieurs exemples, je vais citer 2, après je vais vous laisser la parole, où c'est lui qui a refusé de signer Maguire à Manchester City, alors qu'ils étaient en négociation, car il a dit qu'il n'y avait pas de valeur il ne valait pas ce prix-là. C'est pas qu'il ne voulait pas ce joueur-là, hein, c'est qu'il ne voulait pas payer ce joueur-là. Il n'y avait pas de, comment il disait Ferguson, il n'y a pas de valeur sur le marché, quoi, pour lui. Donc il a attendu, c'est clair qu'il a attendu une année.
et à la place, il a pris Ruben Dias. Et il a fait la même chose avec Jorginho et Fred, où il était chaud dessus, et à chaque fois, les clubs ont fini par surpayer à côté. Et il a attendu une année pour signer Rodri. Donc c'est un gars qui a la patience, qui a les connaissances foot, et qui ne veut pas surpayer. Et il y a une phrase que tu as mis d'ailleurs, je vais finir avec ça, Mohamed, dans le groupe aujourd'hui, où il explique que tu ne peux jamais surpayer un joueur, que ce soit pour un transfert, un salaire, ou il dit aussi les commissions, parce que si tu surpayes un salaire, tu es dans une position de faiblesse pour le prochaine négociation. Et on a besoin de quelqu'un qui ait cette vision-là, parce qu'il va falloir être très fort sur les prochains mois, avec tous les salaires à dégager et l'effectif à reconstruire presque entièrement. Donc moi, très content. Dernier point, juste d'un point de vue légal, donc d'après le Times, je sais que Jérémy n'était pas très chaud. D'après le Times, non, moi je suis interrogatif. J'ai pas d'avis, je suis interrogatif. Il n'a rien à voir avec les sanctions qui sont potentiellement sur City. Donc moi, je fais confiance au Times qui n'a pas intérêt à sortir ça. Ils sont pas pro Manchester ou United ou City. Donc et j'ai été me renseigner un peu sur actuellement. Donc pourquoi ils encourent ces menaces, c'est qu'ils n'ont pas donné toutes les informations comptables que le fair play financier de la Première Ligue demandait. Donc c'est au-dessus de lui. Mais après, de toute façon, l'avenir nous le dira. Donc voilà, quel a été votre premier ressenti On va commencer par Adama. Moi, je le connaissais absolument pas, ce monsieur. Je le connaissais absolument pas. De savoir qu'il vient de la concurrence, qu'il vient de City, c'est déjà un gage de qualité. De voir qu'il est passé par Barcelone, en fait, qu'il est dans la même équipe que Chiki et Ferran Soriano. Mais ça montre en fait, ça place un bonhomme. Donc ça, ma première réaction quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, le gars, c'est pas n'importe qui. Quand il a un gros CV, ouais. Ouais, quand tu vois la période dans laquelle il passe, tu te dis ah ouais, voilà, derrière tous ces succès-là, tout ce qui a été mis en place, il y a contribué. Et au début, la première action que j'ai eue, je me suis dit mince, pourquoi on prend pas Blanc? Mais je crois que les deux vont travailler ensemble. Je sais pas sous quelle forme, mais je pense que les deux vont travailler ensemble sur. Parce que Blanc, il est directeur d'Ineos. Mais ouais, c'est vrai que c'était le concurrent, enfin le gars qui devait être. Enfin, c'était le nom numéro 1, apparemment. Mais en fait, parce que ne voulait pas mettre lui parce qu'en fait. T'as deux places au board, je crois, comme ça. Et puis, ouais, Blanc, il sera dans le board de United. Ouais. Parce qu'ils ont okay. deux places. C'est les rumeurs, hein, parce que tant qu'il n'est pas assis là-bas, c'est un peu Game of Thrones à ce niveau-là. Et il y a une autre chose, c'est que c'est quand même politique. Donc, Omar Berrada, ne croyez pas les médias mainstream qui disent que c'est une cible des Glazers, c'est complètement faux. C'est Sir David Brayford, près de chez toi d'ailleurs, Jérémy, hein, qui ont organisé les meetings à Monaco et tout, et qui ont. C'est normal parce que Ineos, ça c'est bureau à Monaco. Et qu'ils ont présenté cette solution-là aux Glazers, qui l'ont validée. Et pourquoi ça n'a pas été Blanc? Parce que ce poste-là, CEO, c'est pas seulement football, c'est aussi commercial, et donc c'est quelqu'un qui doit être en gros mi-Glazer, mi-Ineos. Et tu peux pas mettre à ce poste-là quelqu'un qui répond au Glazer alors que c'est un des CEO, je crois que c'est le CEO de Ineos Sport. Donc c'est un peu. D'accord, ouais. Ok. Un petit micmac, quoi. Ouais. Ok, ce qui est bien aussi, je sais plus ce que je voulais dire. Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, voilà, ça s'est fait dans la discrétion. J'allais dire ça. Oh, quel plaisir une fois avoir une information où c'est fait, pas où ça discrétion et rapidité. Discrétion et rapidité. Parce que avant ça, je sais pas si je pense qu'aucun insider n'avait l'info, sinon ils auraient sorti quelques trucs. À chaque fois, chez nous, on sort 10 000 infos. Parce que pour le coup, là, c'est pas un joueur qui a des agents, des conseillers, des amis, ils sont au courant. Donc là, je pense que. Oui, mais en ligne directe. Et tu fais pas monter le prix par les médias. Aussi. Ouais, oui, mais pareil pour Blanc, tu vois, on entendait des choses, même pour les directeurs sportifs. Parce que Blanc, c'était le directeur d'Ineos, donc c'était des rumeurs en gros par. Voilà. Même pour les directeurs sportifs, pour Ashworth. Et t'entends des choses, tu vois. Là, rien, vraiment rien. Oui, boum, il est signé, nouveau CEO. Tu dis, oh, comment Et tu signes pas un club. Ça fait plaisir.
Parce que la dernière fois, et tu signes pas du tout un clown. Parce que la dernière fois Voilà, qu'il y a eu aussi. ça aussi, ça avait été un peu la même chose avec Richard Arnold quand il avait pris la succession. Son nom avait juste été effleuré, mais c'était censé être, je sais plus comment il s'appelle, Gal. Ah. C'était un métis assez vieux, bref, je sais plus le nom, ça me reviendra, de Manchester, qui était déjà dans le board de Manchester, et donc boum, ça avait été Arnold du jour au lendemain. Bon, là c'était pour le pire, Ouais. mais ouais, là, moi je trouve la discrétion, ça... et j'espère que dans le futur on aura plus de coups comme ça, toi, où à Manchester United, en fait, pour n'importe quelle annonce, en fait, même si c'est une grosse annonce, au moment où on signe Sancho, c'est une grosse annonce. Au moment où on le signe, bien sûr que le futur nous a dit que bah, ça a été un échec, mais au moment où on le signe, tu signes un des joueurs les plus talentueux et tout. Mais les fans n'étaient même plus excités. Parce que tu avais raté. Ça faisait un an, ça faisait 2 ans. Un peu la même chose avec Højlund, un peu la même chose avec tous les derniers gros joueurs. Et ça, c'est des joueurs, mais. Non, pas que les gros joueurs. Hein. Quand tu vois Amrabat depuis juin, il y a des informations et que tu le signes le dernier jour. Højlund, ça a fuité pendant 2 semaines. Après, c'est aussi, c'est pas que nous, même si nous, on est une machine à buzz et à clic. C'est la génération actuelle. Enfin, je te prends un exemple qui n'a rien à voir, mais le retour de Benzema, toute la journée, ça en parlait en équipe de France. Je pense que si on avait été 10-15 ans auparavant, ça aurait fait un boom médiatique incroyable. Ouais. Et donc, ok. Et toi, Mohamed, ton avis sur cette arrivée-là? Bah pareil, je connaissais pas. Puis tu as oublié d'ajouter qu'il était marocain, donc automatiquement compétent. Je te l'ai laissé. Donc automatiquement compétent, n'en déplaise aux détracteurs d'Amrabat. Non, plus sérieusement, assez content de son arrivée, parce que comme vous l'avez dit, bah, il a un CV intéressant, et puis il participe au succès des clubs, mais à leur apogée, j'ai l'impression. C'est pas comme s'il était dans le Barça actuel, morose, où c'est pas tip-top, et le City du début. Il est dans les périodes fastes, donc ça, c'est intéressant. À voir la largesse qu'il aura. Parce que si on le prend, mais qu'on le cantonne à un rôle, comme on le sait, comme on connaît les Glazers, ils vont peut-être le limiter, ou est-ce qu'ils vont lui donner carte blanche, même si c'est une recrue entre guillemets Ineos. Mais... Le seul truc qu'ils vont limiter, c'est le budget qu'ils vont lui allouer, et c'est tout. Hein. Oui, mais bon, tu sais bien qu'ils ont des directives oui, totalement. dont personne a connaissance, seuls ceux en dessous d'eux les connaissent. Donc assez content. Il y a des trucs où il n'y a que les Glazers et Rashford qui décident. Exactement. Mais ouais, plus sérieusement, j'attends de voir. J'espère qu'il aura on va lui donner les moyens de faire du bon boulot, et surtout que ce soit, ça malheureusement c'est la vérité à Manchester, mais que ce soit au bord ou sur le terrain, il sera bien entouré. Parce que tout seul, il ne pourra pas faire des miracles, je pense. Non. Oui. Bon, au moins, c'est la tête qui a déjà changé. Ah ouais, c'est la tête pensante. C'est le poisson est tout en haut. La tête du poisson. Alors moi je suis content que déjà je suis content que les choses bougent. Je veux dire, ça c'était quelque chose qui était attendu par tout le monde, donc comme vous, je ne connaissais pas particulièrement le nom avant, donc je suis très content que des choses soient enfin mises en place. Donc ça, on verra ce que ça donnera au niveau résultat. Moi, je suis pas spécialement enthousiaste, je suis content que ça bouge, et on verra, parce que c'est pas du tout contre la personne, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre. Oui, je n'ai aucun a priori à la personne. En fait, c'est que j'ai l'expérience du club, j'ai l'expérience des Glazers. C'est-à-dire que quand ils ont beau te dire qu'ils vont te laisser de la marge ou quoi, on sait que les choses après dans le réel peuvent être différentes. On l'a même vu au dernier moment avec les signatures d'Ineos. Il y a des détails contractuels qui ont changé tout à la fin. Enfin, tu sais qu'ils font ce qu'ils veulent jusqu'à la fin, les Glazers. Ça a toujours été comme ça. Donc bon. Club, hein. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'avoue que là-dessus, j'ai tendance à être pas sceptique, mais attentif et prudent. Voilà, le bon mot, c'est prudent. J'aime juste poser des questions qu'on se pose pas forcément du premier coup de tête. Donc Antoine a commencé à en parler. J'avoue, je me suis posé la question de savoir si la personne qu'on recrute est impliquée dans les charges contre City. Donc Antoine a bien expliqué. Moi, j'ai aucune info, j'ai pas mon mot à dire. La seule chose qui me fait, moi, sur ce que j'entends quand même un peu réfléchir, c'est que je me dis qu'on peut pas être à son niveau et ignorer certaines choses. Donc, pour moi, à son niveau, il devait forcément savoir certaines choses qu'elle n'est pas dit. Après, ça le rend pas forcément responsable. Attention, je l'accuse pas. C'est juste, je me dis, peut-être pas responsable, mais c'est impossible de pas savoir. Après, on peut aussi dire qu'à ce niveau-là, généralement, il se passe toujours des choses. Donc, c'est juste une question de curseur, où est-ce que tu le places. La vraie question que je me pose, et encore plus quand je vous entends parler, finalement, peut-être la crainte, là où ce serait plus une crainte, c'est que finalement, et tu viens de le dire, Mohamed,
on prend quelqu'un qui fonctionne, qui vient de 2 équipes et où il a été sur une période où ça fonctionnait extrêmement bien. Donc ça a des avantages. Mais l'avantage, c'est que ça fonctionnait pas avant qu'il arrive. Alors ça fonctionnait. Surtout ma tournure de phrase, c'est que pas. Ça dépend où tu places la situation de curseur. Ça dépend où tu places le mot pas. Est-ce que le Barça n'avait pas gagné de championnat depuis combien de temps? Tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé en 2004, tu vois, c'était après la période un poil plus compliquée du Barça quand même. Ouais, mais il arrive début. Non, mais les gars, période compliquée du Barça, ça n'a rien à voir avec la période des 10 ans de Manchester. Le Barça n'a pas croisé ce qu'on vient de se bouffer pendant 10 ans. Tu peux dire qu'il a participé à l'essor de City. Quand il débarque à City... Je crois que tu oublies en fait que le Barça a toujours été considéré comme un club de losers aussi. Sur la scène européenne. Oui, parce que maintenant, on a vu avec Messi et Ronaldinho, etc., qu'ils ont gagné beaucoup de Ligue des Champions. Mais leur première Ligue des Champions, en 92. Ouais, 92. Européenne, mais il y a l'interne aussi. Il y a l'interne. Je veux dire, le Barça, c'est quand même un club qui gagnait des titres. Alors, peut-être pas chaque année, mais qui gagnait fréquemment des titres. Tu vois, qui gagnait fréquemment des titres. Mais quand il arrive, la Liga, faut pas se baser là-dessus. Après, les gars, au Barça, il était head of... Oui, en plus. Contre, ce que je veux dire par là, c'est quand il arrive à City, ils ont pas gagné un titre depuis l'arrivée d'Abu Dhabi. Oui, on est d'accord. Mais là aussi, quand il est arrivé au début, il s'occupait du sponsoring. Donc après, attention, parce que du coup, j'ai pas fini. Je dis pas qu'il a pas développé. Au contraire, je pense que les clubs se sont développés pendant son passage. Donc ça peut être que positif. Mais quand j'entends les répliques où il dit oui, on va pas surpayer un joueur parce que attention, et que t'as derrière Antoine qui précise à juste titre, qui dit oui, il a préféré les laisser passer, attendre. Je sais pas s'il aura ce luxe chez nous. Oui. Est-ce qu'il le luxe d'attendre et de laisser passer? Oui, déjà. Il faudra trouver d'autres cibles, mais je pense pas. Justement, je me suis posé la question quand tu le disais. Il paiera pas. Tu pourras pas avoir le luxe d'attendre que, je sais pas, tu rates. Voilà. Il a attendu parce qu'il pouvait le faire. Mais oui, voilà. Si tu regardes les premières années où il s'occupe du sportif, il attend pas. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il en soit, il vient de 2 structures qui fonctionnent. Alors après, on sait qu'au Barça, c'était compliqué. Chez nous, il est dans une structure qui est actuellement, c'est un champ de mine. Enfin, je veux dire, c'est un champ de mine qui s'est des. CEO, il vient en tant que CEO, donc c'est lui qui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il était aussi, je veux dire, Citigroup, on le sait, c'est le groupe qui travaille correctement. Ils ont des ramifications partout. Je veux dire, il y a des contacts. Je veux dire, chez nous, en ce moment, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'on en a un point où même on dit que nos scouts, ils valent pas le coup. Alors, tu vois ce que je veux dire? Ils sont énormément valorisés. Ils sont juste pas écoutés. Voilà. Ils font de très bons rapports, mais ils sont pas écoutés. Ça dépend lesquels, parce qu'on a par le passé, on a aussi remis beaucoup en cause beaucoup de scouting, mais qu'importe. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont actuellement, Sancho, ils avaient dit de pas signer Anthony, ils avaient dit de signer Caicedo. Ce que je veux dire, c'est que les gens avec qui il va travailler autour de lui ne sont pas dans une dynamique qui est déjà positive actuellement, ne sont pas dans une dynamique où c'est positif aussi depuis le passé. C'est lui qui va changer tout ça. Et puis il y a une bonne partie des gens quand même qui vont changer. Oui, il y a plein qui ont été vite là. Renouvellement qui va. Il y a plein de gens qui arriver aussi. Mon raisonnement, c'est simplement de dire les 2 endroits où il est passé, c'était peut-être 2 clubs qui étaient dans un meilleur état que ce qu'est notre club actuellement. Et travailler à City. Attends, quoi qu'il en soit, quand tu prends le sportif à City, parce qu'il n'a pas pris le sportif en 2011, il a pris le sportif en quelle année? 2016? 2015? Ouais. Elle est déjà bien. Quand tu prends le sportif en 2015 à City, t'es au beau fixe. T'as pas encore gagné en Europe, mais t'es au beau fixe au niveau national. C'est pas la même chose que de récupérer le Manchester d'aujourd'hui. T'as gagné 2 championnats. Ouais. T'as déjà 2 championnats sur les 3 dernières années. Oui, mais si tu prends je suis pas d'accord. Et t'as fait combien la seule année où tu gagnes pas? Il y a plusieurs choses où je suis pas d'accord avec toi. Premièrement, c'est le CEO. Si tu me parles d'un directeur sportif, je serais d'accord avec toi parce que le directeur sportif répond à quelqu'un. Le CEO, il va avoir un budget qui est similaire à celui de City. Il peut faire ce qu'il veut en dessous, plus ou moins. Ce qu'il veut. On n'est pas. Et je termine là-dessus. Et dans les 2 groupes, il n'a pas eu les Glazers. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ça change rien. C'est vrai. Non, ça change tout. T'as jamais vu un propriétaire faire ce que les Glazers ont fait ces 5 dernières années. Oui, si, il a raison quand même. Non, les Glazers, hormis on peut râler tout ce qu'on veut sur sur la gestion de la vente, depuis le départ d'Woodward, ils laissent carte blanche à Murtaugh et Arnold. Il y avait quand même des infos où ils avaient un droit de veto sur tel ou tel la carte blanche. Bien sûr qu'ils ont. C'est eux qui signent le compte. Tu crois que quand ils ont été signés à Land et qui a pris une énorme prime et un salaire de malade, tu crois que c'est pas Abu Dhabi qui a signé le chèque à la fin?
Donc, mais je pense pas que Cheikh Mansour, il leur dit ouais, non, prenez pas, j'en veux pas. Non, mais en fait, le sportif, ce n'est plus les Glazers qui ont leur mot à dire. Ça, oui. C'est contractuel. C'est contractuel. Mais les gars, vous l'avez pas lu le contrat. Attendez, c'est contractuel comme si vous l'aviez lu de vos yeux. Toutes les informations sont sorties. Et c'est même ce qui a été. C'est même, si tu regardes le communiqué, c'est même dit dans le communiqué que c'est eux qui gèrent le sportif. Donc c'est obligatoire. Donc il y a ça. Premièrement, il aura les coups des franges. S'il a les mêmes outils que Arnold a eu, il y a de quoi faire 100 fois mieux, hein. Bah oui. Et c'est pas faux, mais ouais. Dans le communiqué que tu évoques, il me semble, c'est moi qui l'ai fumé, mais il me semble bien qu'il y a un passage où ils disent qu'ils gardent un droit de veto et que ça doit quand même être. On regardera. Les gars, j'ai vu. Si, hein. Même sur le sportif, bien. Parce qu'il y a un des Glazers, il va être aussi. Non, il y a Joel Glazer qui va dans la même structure, qui est dans la même structure que Ineos. Donc, mais ils ont un vote où le vote de Joel Glazer vaut pas plus que celui de Radcliffe. Donc, oui, mais enfin, dans tous les cas, s'ils le mettent dans la structure, c'est qu'il y a une raison, les gars. C'est pas juste pour le laisser faire. Enfin, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé, vous croyez quand même pas que les Glazers, ils viennent donner de leur bébé, qui leur rapportent des milliards en disant c'est bon, on pilote plus rien. Bah non, pas les Glazers. Bien sûr. Je suis convaincu. Ils ont tout à gagner. Le temps nous dira. Ils ont tout à gagner. Personne ne peut avoir la réponse, mais le temps nous dira. Et en plus, dans le contrat, les informations qui sont sorties, ils peuvent dégager Radcliffe dans 18 mois. Si ça se passe mal. Donc, ils vont le laisser travailler. Berrada, en plus, c'est pas un gars qui a été forcé par Ineos. Hein. C'est un gars que les Glazers ont aussi validé. Il n'y a aucune raison. Les Glazers, ils savent pas gérer le sportif. Ça, on l'a bien vu. Tu sais qu'au moment où tu dis ce gars a été validé par les Glazers, je suis pas sûr que c'est ça un argument. Un bon argument, dans ton sens. Les Glazers, ils ont validé ceux d'avant lui. Oui, mais Woodward a fait du bon boulot sur la marque. Sur le marketing. Sur le marketing. D'ailleurs, s'il veut revenir pour le marketing, il peut. Et ils n'ont jamais dit Woodward gère le sportif. C'est Woodward qui a décidé de gérer le sportif. Donc, mais ils l'ont laissé faire. Oui, bah oui, parce que quand tu mets un CEO, tu le laisses faire. Pourquoi ils ont laissé faire Woodward, ils ne laisseraient pas faire Berrada? Et je pense que Berrada, il a quand même eu certaines garanties de quitter City pour venir chez nous. On va pas lui laisser les coups des franges. Et surtout, Berrada, on lui demande pas non plus. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'il change les structures en dessous de lui. Les Glazers vont rien dire. Il va avoir mettre les bonnes personnes mettre les bonnes personnes en dessous. Les Glazers vont pas avoir leur mot à dire sur le directeur sportif qui va être engagé, sur Paul Mitchell qui va être engagé ou je ne sais qui. Refonte du centre de formation. Ça, ils vont pas avoir leur mot à dire. Où ils vont avoir leur mot à dire, les Glazers, c'est surtout les gros investissements. Donc sur le stade, il y a pas mal de rumeurs sur le fait qu'ils vont peut-être bouger Carrington. Ils veulent acheter des terrains de golf à côté là pour l'étendre ou le déplacer, je sais pas trop. Après, Carrington, voilà, c'est dépassé depuis 15 ans. Mais bon, voilà, mais donc ils auront. Bien sûr que les Glazers, ils vont pas. Aucun CEO n'a carte blanche. Aucun. Parce que, mais il va avoir les coups des franges pour travailler, largement. Sinon, il l'aurait pas changé. Le temps nous le dira. Moi, je dis pas qu'il l'aura pas. Je me pose des questions parce que les Glazers, on les a déjà vus faire. La façon de poser les questions. Ça... non, mais je peux pas savoir, mais je sais juste que les Glazers ont déjà mis. On sait que c'est compliqué avec eux, donc c'est difficile de se dire qu'avec lui, ils vont changer tout. Jérémy, il est prudent et il préfère attendre de voir, je pense. C'est ça. Les CEO, ils n'ont jamais eu un job compliqué à Manchester United. Hein. C'est juste qu'ils étaient incompétents. Et où les Glazers sont fautifs, c'est qu'ils ont mis des gens incompétents à ces positions-là. Woodward, tu as engagé un banquier d'affaires qui a fait sur sa partie financière qui a été excellent, sur sa partie sportive catastrophique. Donc, mais ça on le savait. Et Richard Arnold, c'est presque Woodward qui a choisi son successeur. Il a fait en plus, les Glazers veulent qu'une chose, leur dividende. Berrada, il va leur apporter ça. Et les Glazers, ils ont été cons, ils ont fait des trucs insupportables, on est bien d'accord. Mais là, le club est au plus bas. Financièrement, on peut pas être plus bas. Pour Manchester United. On peut toujours être plus bas, attention à ce que tu dis. Non, avec nos dettes et tout. T'es pas à l'abri. Too big to fail. Oui, on est à l'abri. Too big to fail, on pense à la même chose du Milan AC fut une époque. Hein. Ils sont pas tombés.
Financièrement, non, ça a quand même été compliqué quand ils se sont fait racheter par les Chinois et tout, c'est quand même pas net. Heureusement. Donc, et ils ont besoin d'argent maintenant. Le sportif est trop important pour qu'ils continuent à le gérer comme ils le font. Et eux, faut pas croire, ils ont merdé. Ils sont pas débiles. Dans le sens où loin de là. Non, là, ils ont vu, ils savent très bien que ça fonctionne pas. Ils se disent pas, on n'a pas eu de chance. Et donc, le fait qu'Ineos ait ça fait quand même 10 ans, 11 ans là. Oui, mais non, bien sûr. Mais, donc là, on arrive, c'est Ineos qui gère le sportif. Ok. Premier move qu'ils font, ils mettent Omar Berrada parce que ça, le move, ceux qui doivent valider ça, vu que c'est le CEO et pas une partie sportive, c'est les Glazers, ils l'ont validé. Donc, tu valides pas quelqu'un que tu vas chercher à City, que tu fais péter son contrat pour lui dire non, maintenant, tu gères. En même temps, je sais même pas quelles restrictions il pourrait leur mettre parce que s'il met. Je vois pas en fait. S'il a les mêmes outils que Richard Arnold, ce sera une réussite. Il faut se rendre compte que quoi qu'il arrive, cette signature est une réussite parce que il sera de toute façon meilleur que Woodward et Richard Arnold. Après, c'est à quel niveau on va placer la réussite. Mais quoi qu'il arrive, ce move est une réussite. Je vois pas un monde où il fait pire que eux. C'est pas possible. Alors, attention, parce qu'autant je suis d'accord avec Richard Arnold, ça sera pas difficile parce que de notre point de vue, on a même l'impression qu'un de nous quatre pourrait faire mieux. Voilà, c'est dit. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais tu l'as dit. Non, j'ai dit impression. J'ai pas dit qu'on le ferait. J'ai dit impression. Mais par contre, Woodward, comme tu l'as dit, il a quand même été costaud sur la partie financière. Et vous l'avez dit, les Glazers le mettent aussi en place pour toucher des dividendes. Donc en fait, s'il ramène moins de dividendes, et je parle sur le long terme, hein, on n'est pas en train de parler d'un an ou deux, on parle sur du long terme. Il gère les deux, il gère la partie commerciale et la partie football. Donc, et en plus, les deals principaux sont pour un bon moment. Donc, quand vous dites il peut pas, on regardera juste les chiffres. Ça sera les chiffres qui parleront pour lui. Hein. Ça sera ces chiffres qui lui donneront raison ou pas. Non, absolument pas. Si l'année prochaine on fait moins d'argent, c'est pas de sa faute. Hein. Non, mais je dis sur des années. Non, attention, les gars, moi je parle pas à un an, je vous parle sur une période de plusieurs années. Alors, je parle peut-être pas sur 15 ans, mais on peut taper un minimum, j'aurais même dire 5. Si dans 5 ans, les Glazers, ils touchent pas d'argent, tu ne pourras pas dire qu'il a fait moins bien qu'Woodward. Hein. Même, ils en prennent tout le temps, t'inquiète. Dans l'année prochaine, on aura un chiffre d'affaires qui est supérieur à celui du plus haut qu'on a eu sur Woodward. Même cette année. Alors là j'ai pas le graphique par rapport à Woodward où est-ce qu'on se situe. Notre chiffre d'affaires est largement supérieur. Non, mais là, je sais pas où on en est par rapport à l'époque Woodward, parce qu'il y a beaucoup de choses, l'inflation, machin, faut remettre les choses dans le contexte. C'est pas l'inflation, c'est juste que les droits TV ont explosé, nos contrats sont plus gros qu'avant, donc quoi qu'il arrive, les résultats seront meilleurs. Et faut pas croire, en fait, Woodward, il a été excellent sur le côté. Woodward, c'est un bateau percé. C'est-à-dire qu'il nous a permis de nous réfugier parce que grâce à ses contrats sponsoring et à ce qu'il a fait économiquement, ça nous a maintenu un flot. Mais c'est lui qui tapait des gros coups dans le bateau et qui avait des immenses trous parce que c'était un incompétent qui a détruit le club. Toute la gestion sportive depuis 10 ans, c'est lui. Il y a eu 1 année et demie d'Arnold. Oui, je sais qu'il n'y avait pas longtemps d'Arnold, mais à mon avis, moi, je vois ça un peu plus compliqué que ça. Pour moi, je le dirais toujours. Responsable sportif. Non, mais moi je le dirais toujours, ce qui tue de mon point de vue, ce qui tue le club en 2010, c'est malheureusement, pour moi c'est comme ça, c'est la gestion de Ferguson. Non. Mais non. Aussi, ça en fait partie. Je suis d'accord, ça en fait partie. La gestion de Ferguson qui nous. Non, la gestion de Ferguson qui nous a monté au plus haut, c'est la sienne. Le problème qu'il y a, c'est que tout est reposé sur lui, sur une façon. On a un club patriarcal. Avec une seule personne à la tête, c'est le parrain. Je veux dire, Ferguson, c'est le parrain, ni plus ni moins. C'est le manager à l'anglaise. C'est lui, voilà, c'est exactement ça. Le manager anglaise qui nous a emmené tous les succès qu'on connaît. Tu ne pourras jamais lui enlever. Et j'aurais aimé que le monde soit figé, que ça ne bouge pas et que ça continue, parce que c'était un plaisir. Moi, perso, le voir comme ça, c'était un plaisir. Mais c'est un type de management qui n'était déjà plus adapté. Quand il a arrêté, et en fait, ça fonctionne. Je comprends ce qu'il dit. Ça fonctionnait que parce que c'était sa propre continualité. C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes aujourd'hui. Les gars. Tu donnes aujourd'hui à Ferguson un club à démarrer de zéro. Avec cette gestion, ça marche pas aujourd'hui. Pas en 2023. Non, il y a pas que Ferguson. Moi, en fait, là où moi j'en ai voulu entre guillemets à Ferguson, c'est le délai trop court entre l'annonce de sa retraite et son départ. Moi, c'est uniquement ça. Mais ça, c'est uniquement ça. C'est encore autre chose. Après, on peut recentrer autour d'Omar.
le départ de David Gill a été une perte tout aussi énorme que celle de Ferguson. Ouais. Oui, tout à fait. Non, je préfère pas en parler. Non, pour moi, c'est totalement ridicule. Mais parce que le responsable du sportif, déjà, il est au-dessus du manager. Donc, c'est de la faute de Woodward si on n'a pas fait une bonne transition. Point. C'est pas de la faute du manager en place. Le manager est en dessous de lui. Et il est parti en 2012. Fin 2012. Je suis d'accord que c'est peut-être de sa faute que 2013 a été compliqué. Je suis gentil. Je te dis peut-être, allez, 2014. Et après. Non, mais moi, ça dure un an. Hein. Et après, je te dis, allez, tu sais quoi? Je suis vraiment le Père Noël cette année. Je te dis, allez, on met 3 ans, ça a été compliqué. Je te dis 2015. Et tout le reste, c'est pour lui. Tout le reste. Et parce que j'étais hyper gentil. Et tu peux faire, c'est lui qui a géré le sportif. C'est la tête du sportif dans toute cette période-là. Les Morgan Schneiderlin à 40 millions, c'est lui. Les Paul Pogba à 110 millions, c'est lui. Les deals. Mais je remets pas ça en cause. Les transferts. Moi, je suis le premier à avoir craché sur ce type de transfert. Mais c'est ça qui nous a coulé. C'est ça qui nous a coulé. Et le fait que notre effectif soit plus faible d'année en année. En fait, toute cette politique qui a été catastrophique au niveau sportif, c'est pas Ferguson qui avait un système patriarcal en 2010. Je suis d'accord que 2013, elle est l'année après Ferguson. En fait, elle est un peu pour Ferguson, mais d'un autre côté, tu es là, putain, tu as un gars au-dessus de toi qui gère le sportif, qui est Woodward, il doit se dire au bout d'un moment, putain, mais attends, on sait comment ça fonctionne, soit on fait la même chose, soit on se dit, attends, ça peut pas fonctionner comme ça en 2013, et tu changes. Oui, mais alors, je comprends ce que tu dis. Non, mais les gars, mieux, moi. Je comprends tout à fait ce que tu dis, Antoine. T'as raison sur le principe. Je ne remets pas en cause. Juste que la vérité factuelle, c'est qu'en 2012, pour pas parler de 2013 ou 2011, quand tu dis il est au-dessus Woodward, bah en fait Gill n'était pas vraiment au-dessus de Ferguson. Gill, c'est la personne qui parlait aux Glazers, mais dans le club, on va dire. Dans le club, Gill n'était pas était pas vraiment au-dessus de Ferguson. C'est-à-dire que son patron, ils sont responsables. Non mais, Adama, mais dans les faits, vraiment. Adama, tu le mets au-dessus de Ferguson, vraiment. Tu le mets au-dessus dans l'organigramme, David Gill est au-dessus de. Dans l'organigramme, mais dans les faits. Adama, une question simple. C'est son boss, les gars. Une question simple. T'es les Glazers, en 2010 ou 2011, on s'en fout, tu dois faire sauter un des deux, tu fais sauter lequel? Gill. Pourquoi tu veux faire sauter quelqu'un? Voilà, bien sûr, tu fais sauter Gill. Mais non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que Ferguson était. Alors, c'est ce qui nous a emmené nos titres, et ça, je dis rien. Et j'ai cet amour, et pour moi, Ferguson est le meilleur coach au monde. Et c'est pas le sujet. C'est juste que Ferguson, c'est son club. Il était partout, à tous les postes, même au poste de Gill, il y était. Je veux dire, si Gill, il avait une idée que Ferguson lui disait non, les gars, Gill, il n'allait pas regarder Ferguson en lui disant non, Ferguson, tu te trompes, on va faire ce que moi je dis. Tu sais bien que ça marchait pas comme ça. Et en fait, Woodward, je finis. Woodward, il a récupéré un club qui n'était pas structuré et il n'a pas su le structurer. Attention, je dis pas qu'il n'a pas de faute, mais Woodward, il a récupéré un club qui n'était pas structuré. Et s'il n'était pas structuré, c'est la faute de Ferguson. Ça, j'en suis certain. Pour finir là-dessus, hein, les Glazers, j'aurais été d'accord avec toi, c'est que les Glazers étaient arrivés en 2011, mais ils sont arrivés en 2006. Donc, ils sont propriétaires du club depuis 2006. T'as pas l'effet de surprise. Hein. Tu sais comment ça fonctionne, tu sais ce qui doit changer, Bien sûr. Ce qui peut fonctionner. Donc, le fait que ce soit de la faute de l'employé et pas de l'employeur, moi, c'est un peu. Mais Ferguson, c'est plus que l'employé. C'est pas toi ou moi dans ta boîte, tu vois, ou dans la mienne. C'est pas la même chose. Oui, c'est l'employé. Bref. Pour moi, Gill, c'était l'employé, mais Ferguson, c'est plus que l'employé. Ferguson, c'est l'employé aussi. Et d'ailleurs, Ferguson aurait dû avoir 100 fois moins de pouvoir à la fin, parce que c'est quand Ferguson choisit David Moyes. Mais je suis d'accord. Oui. Le problème mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça va dans le sens que je te dis. Je suis complètement d'accord. C'est que Ferguson avait trop de pouvoir, avait trop d'emprise dans le club, et cette emprise a tué la structure interne. Non, il n'y avait pas de structure interne. C'est justement ça. C'est ce que je te dis. Ça a empêché une structure interne. Si t'as pas un Ferguson aussi empirique, t'as une structure interne pour le compenser. C'est obligé. Woodward a tué le club de A à Z. C'est tout. Point. Et c'est pas les 2 dernières années de Ferguson. Et tu peux pas critiquer ce qui fonctionnait, même si ça fonctionnait qu'avec lui, pour justifier les 15 ans qu'on suivi où il n'était pas là, où ça fonctionne pas. Donc, peut-être, toi, tu dis, c'est Ferguson qui a tué la suite. Moi, je te dis, Ferguson, il a masqué ce qui se passait déjà. Ou il n'a pas mis en place, vu que c'est lui qui gérait depuis 26 ans. Et que ça fonctionne. Après, c'est une question de. Oui, mais sous lui, c'est toujours pareil. Ça fonctionne parce que c'est sa continuité. Pourquoi tu changes quelque chose qui fonctionne?
Bah, je suis d'accord, mais parce qu'après, Ferguson a toujours été le premier à dire qu'il fallait savoir avancer. Et il le disait sur ses équipes, mais il l'a peut-être pas fait dans sa structure. Il n'avait pas besoin de le faire. Il gagne, il gagne une année sur deux, enfin, toute sa carrière. Il gagne son dernier titre. Donc, cette structure-là fonctionnait encore à cette époque-là. Et le problème, c'est le problème de l'employeur de se dire, putain, attends, Manchester United, à l'époque, premier club le plus puissant au monde, tient que sur les épaules d'un vieux de 75 ans. Ça fonctionnait sur ces années-là. City était en train d'arriver très fort, on les avait dans le rétro. Tu fais les 10 années qui suivent. Non, mais quoi, on les a grandement aidés à gagner ce titre. Hein. Oui, non, mais les gars, parce que je dis pas quand je parle de rétro, c'est qu'ils sont derrière, mais ils sont arrivés à une vitesse dans le rétro. Si tu laisses passer les 10 ans, la discussion n'est pas la même. Il a vu arriver Wenger, il a vu arriver Mourinho. À une autre époque. À une autre époque avec d'autres moyens. Non, mais avec d'autres moyens. Tu réécris l'histoire. Je réécris pas l'histoire, les gars. Là, vous me parlez d'une époque. Je vais finir juste là-dessus. Mourinho, c'était bien plus menaçant que je vais juste finir là-dessus. Vous me parlez d'une époque où tu pouvais jouer avec des joueurs qui n'étaient pas des top joueurs à leur poste. Aujourd'hui, tu as aucun prétendant en Europe qui veut gagner la Ligue des Champions qui joue. Liverpool. Oui, Liverpool, tu parles d'un club qui a 3 trophées en 9 ans. Non, c'est combien ? 4 trophées en 9 ans. Ouais, 4 trophées en 9 ans. C'est un top club qui a gagné la Ligue des Champions, qui a une Ligue des Champions, 3 finales. Dans les top clubs que nous sur les 10 Oui, mais nous, c'est normal. Nous, on est une catastrophe. Mais en Ligue des Champions, c'est mieux que nous sur les 10 dernières années de Ferguson. Hein. Dans les top clubs, je ne parle que de top clubs, donc m'insultez pas. Ça me dit bien que c'en est un. Mais dans les top clubs, ils sont en bas des top clubs. Liverpool, pour moi, ils sont pas en haut des top clubs. Ça, c'est le cœur qui parle. Hein. En haut, non, je mets City devant eux et je peux pas dire que c'est le cœur qui parle. Hein. Je mets City devant eux, je mets le Real devant eux, je mets le Bayern devant eux. Il y a peut-être même une discussion avec Barcelone. Bayern devant eux. Mais bien sûr, en top club. En top club, mais bien sûr. Le Bayern, je sais pas ce que vous voyez au Bayern. Mec, en Europe, il y a combien de top clubs? Vraiment top, pas de très bons clubs, de top clubs. On est en train de faire un sujet trop long. Et puis juste pour finir là-dessus, le Bayern sur les 6 dernières années, c'est sûr, en Europe, ils sont moins bons que Liverpool. Et ça me fait mal de dire ça, hein. Mais bref, donc on va s'arrêter là-dessus. C'est Woodward qui a tué le club, c'est pas Ferguson. Donc on va passer sur le dernier sujet. On espère faire un peu plus rapide. C'est un point qui date presque de. Non, là cette fois, ce sera pas de la faute de Ferguson. Je suis remonté pour vous expliquer en fait sur le point sur la gestion des prêts à Manchester United. Le prêt qui est bien sûr la chose sûrement la plus importante pour la transition des jeunes talents. L'évolution, ouais. Dans un club comme Manchester United, faut savoir, c'est un peu la même chose. Alors le Bayern Munich le fait pas du tout en les prêtant ailleurs. Ils ont leur centre de formation, c'est la Bundesliga, mais eux, ils ont les joueurs qui arrivent à percer tout de suite. Mais tu prends beaucoup de clubs prêtent leurs jeunes joueurs qui sont trop forts pour les jeunes, pas assez pour être un joueur solide de rotation à Manchester United, qui est un club tu dois te battre chaque week-end pour être dans le top 4. Donc, et ça date depuis un moment. Et je suis remonté sur énormément de prêts parce qu'on en a eu des talents. Hein. Tu juges après à quel point le talent a fonctionné. Et Rashford le plus grand. Oui, bon, bien sûr. Non, c'est Greenwood le plus grand talent qui est sorti, mais c'est un autre problème. Donc, je suis remonté sur les prêts et je vais vous faire la liste des prêts. Allez, on n'a pas trop de temps, donc je fais depuis 2015. Ok. Donc, chez les jeux, on a prêté Victor Valdés au Standard Liège, on s'en foutait, ça c'était fin de carrière. Vous vous rappelez de Nick Powell? Oui. À Hull City. On l'avait prêté à Hull. On l'avait acheté Crew Alexandra. Alexandra. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, échec. Wilkin à Preston. Oui, bah lui, on l'a gardé toute notre vie en prêt et en réserve. Oui, il n'y a aucun prêt. Oui, Wilkin et James Wilson, vous allez l'entendre plusieurs fois. Hein. Donc, Wilkin à Preston, échec. Tyler Blackett au Celtic Glasgow, échec. James Wilson à prêt. Ouais. Okay. James Wilson à Brighton, échec. Januzaj à Dortmund, donc vous voyez tout ce que ça allait le relancer, échec. Sam Johnston à Preston, c'est quand on prêtait des gars en 3e division, donc ouais, ça, échec. Andreas Pereira à Grenade, mitigé. Réussite. Mitigé. Mitigé. Non, tu peux pas dire tu peux pas dire mitigé. Tu es obligé de dire réussi parce qu'en fait, il a fini en équipe 1. Après, il fait ce qu'il fait en équipe 1, mais il termine en équipe 1, donc objectif réussi. Ouais, il monte en équipe A. Moi, je juge un prêt réussi
au temps de jeu du gars dans le club. Pas forcément. Alors là, on juge pas le prêt, on juge l'évolution du joueur, pas le prêt. L'évolution du joueur, qui siffle. Je fais un joueur, il a joué 2900 minutes, c'est un prêt réussi. Je suis d'accord. Non, pour moi aussi. D'accord. James Wilson, qu'on reprête à Derby, échec. De toute façon, James Wilson, je sais pas si je vais le citer, parce qu'après, il y a encore Sheffield United, il y a encore plusieurs. Oui, il a passé sa vie en prêt. Ouais. Yanouza à Sunderland, échec. Guillermo Varela, vous vous rappelez lui, à Francfort. Varela, c'est pas un échec, il a jamais joué. Oui, voilà. Il a jamais fait jouer. Il avait joué sous Van Gaal, hein, et on avait une paire de latéraux. Avec Butner aussi. Butner, Fosu-Mensah. Sam, il va arriver bientôt. Oh non, peut-être on est déjà. Non, il est juste après. Sam Johnston à Aston Villa, échec. Guillermo Varela, non, après non, c'est non. Timothy Fosu-Mensah à Crystal Palace, échec. On reprête Sam Johnston à Aston Villa, échec. Axel Tuanzebe à Aston Villa, réussite. Il participe à la montée, si je me rappelle. James Wilson à Sheffield United, échec. Andreas Pereira à Valence. Mitigé pour le coup, là, je m'en rappelle. Très mitigé. James Wilson à Aberdeen. Bon, après, on a fait quasiment tous les clubs possibles, hein, mais échec. Timothy Fosu-Mensah à Fulham, échec. Tuanzebe, qui est reprêté une deuxième année à Aston Villa, réussite. Joël Pereira au Vitória. Ah non, la deuxième année de Tuanzebe, c'est pas une réussite. Hein. Il revient pas pour blessure? C'est en 2018. Non. Alors c'est la première qu'elle est en Championship, je crois qu'elle est bonne. Ouais, mais la deuxième, il joue son quota de minutes, mais il est plus titulaire et quelques blessures par-ci par-là. Joël Pereira, Vitória Setúbal, bon, échec, voilà. Cameron Borswin-Jackson, je vais même pas le citer parce qu'on s'en fout un peu, toi, c'est pas des gars sur qui tu comptes vraiment. Joël Pereira, échec. Marcos Rojo, on l'a prêté à l'Estudiantes, c'est un prêt parce qu'il voulait pas nous. Oui, on a fait un prêt de 6 mois parce qu'il voulait pas le payer et puis il arrive en fin de contrat. Cameron Borswin-Jackson encore. Et après, on arrive Pereira à la Lazio. Avec l'option d'achat de 27 millions. Ouais, voilà. James Garner à Watford. Il joue quasiment pas. Joël Pereira à Huddersfield, il joue pas. Thijs Chong au Werder Bremen. Il joue pas. Catastrophe. James Garner, pour rectifier, il dure 3-4 mois. Oui, ça arrive dans la liste. Teden Mengi à Derby, il joue pas. James Garner, donc on rappelle de Watford parce qu'il jouait pas et il va à Nottingham Forest. Et là, excellent. C'est un prêt qui a fonctionné. Quoi. C'est un des meilleurs prêts de nos jeunes. C'est le seul. Thijs Chong au FC Bruges, lol. Facundo Pellistri à Alaves. Réussite. Le GOAT. T'es fou. Il n'a réussi de rien du tout. Le GOAT avec 0 but, 0 passe D. Donc, échec. Diogo Dalot à l'AC Milan, réussite. Mitigé. Il n'était pas titulaire. Ça l'a relancé. Ouais, ça l'a relancé. On aurait dû le laisser là-bas. Ouais. Et après, on arrive sur des périodes sombres. Hein. En plus, il le voulait. Hein. Brandon Williams à Norwich. Catastrophe. Non, ça s'est bien passé. Brandon Williams, le prêt à Norwich. Non, les gars, vous trompez, il s'est bien passé le prêt. Non, vraiment. Vous rigolez quoi, il joue et tout. Non. Il s'est tellement bien passé qu'ils n'ont pas voulu nous le reprendre en prêt. Nous l'a racheté. Mais vous vous souvenez pas, on leur a demandé un prix complètement dingue. Non, on a demandé 5 millions. On n'avait rien demandé de fou. Hein. Ah ouais. Si. Bon, bref. Pour un jeune, excuse-moi. Sa meilleure action, c'est quand il fait le câlin à Eriksen. Ouais, c'est ça. Ouais. James Garner à Nottingham, ça c'est celui qui réussit. Tuanzebe, c'est quand on réessaye de le prêter à Aston Villa, là c'est une catastrophe. Pellistri qu'on reprête un moment à la Vesse, catastrophe. Thijs Chong à Birmingham. Si tu considères ça comme une réussite, oui, parce que tu arrives à le vendre, quoi. Mais pour des cacahuètes et 3 sneakers. Van de Beek à Everton, échec. Amad Diallo au Glasgow Rangers. Non, c'est pas un échec. C'est pas, il s'est blessé. Un échec. Premier match contre City, masterclass, homme du match. Et ensuite, mais c'est blessé après. Ensuite, rien du tout. Mais il s'est blessé. Il est blessé. Amad Diallo au Glasgow Rangers, il jouait même pas. Il n'était pas assez bon pour jouer au Glasgow Rangers. Il a mis à Sunderland ça marchait pour lui. Anthony Martial à Séville, ils nous l'ont renvoyé. Non. Avec la présentation de R9 et tout. Teden Mengi à Birmingham. Nul à chier. Tuanzebe à Naples, pas joué.
Il n'a pas joué. Andreas Pereira à Flamengo, c'est ce qui nous permet de le vendre 10 millions, mais bon, voilà. Réussite. Ouais, réussite. En fait, c'est Andreas Pereira comme prêt. Shola Shortayer à Bolton, catastrophe. Matej Kovar au Sparta Prague, il joue, donc pourquoi pas. Il est le meilleur gardien, il prend le titre. Amad Diallo, Sunderland, réussite. Réussite. Hannibal à Birmingham, catastrophe. Teles à Séville, catastrophe. Alvaro à Preston, il joue en 3e division. Donc... Réussite. Ouais, deuxième, ils étaient en 2e, Preston. Deuxième. Dean Anderson à Nottingham, catastrophe. Réussite et après il se blesse, je crois. Oh, il joue 2 matchs, il joue peu. Après, parce que dès Noël, ils font jouer Navas. Donc, parce qu'il est blessé. Non, mais même quand il y a plein de blessures, ils font jouer Navas. Donc, ok. et Twanzebe qu'on prête à Stoke City, je sais pas où il est encore maintenant. Il est sans club. Twanzebe, non, il est à Ipswich là. Attends, il est parti rejoindre McKenna. C'est juste. Avec Brandon Williams. Il est parti de chez nous sans club. Oui, mais. Et il joue pas en Championship, il a 6 matchs. Donc voilà. Et cette année, donc tu as Donny van de Beek à Francfort, on verra. Il paraît que ça se passe pas si bien. J'ai entendu ça. Même option d'achat à 15 millions à voir. Alvaro à Grenade, ça se passait pas si bien. Mason Greenwood, il est parti à Benfica. Qui est parti à Benfica avec option d'achat. Mason Greenwood à Retafe, je le mets un peu dans une autre catégorie. C'est une catégorie à part. Ouais. Tu veux dire quoi, il gagne le titre de meilleur joueur médiatique. Ouais. Parce que là, parce que ça c'est des joueurs. C'est comme toi, Sancho à Dortmund, je le mets aussi dans une autre catégorie. Ouais, oui, c'est pas des prêts, on va dire, un petit peu. Je savais pas, mais Brandon Williams, en fait, il est en prêt à Ipswich. Je pensais qu'on l'avait enfin vendu, mais non. Non, il est en prêt. Non. Il est en prêt à Ipswich, à voir. Mais non, mais on a pété un plomb et on l'a fait partir en prêt le jour où Shaw s'est blessé. On a annoncé en même temps, on a en même temps que Shaw, Malacia a été blessé et qu'on faisait partir Brandon Williams en prêt. Et on a aussi prêté Alvaro. Et si vous regardez lui, il a eu une bonne période au début. Et si tu prends sur les 13 derniers matchs de Championship, pas dans l'effectif, sur le banc, pas dans l'effectif. Parce qu'il s'est blessé encore une fois. Il joue, pas dans l'effectif, 13 minutes, suspension pour accumulation de carton jaune, 45 minutes sur le banc, 6 minutes sur le banc. Lui aussi, on a oublié de le citer tout à l'heure dans les exemples de jeunes du club qui ont grandi et qui font un peu n'importe quoi, et il est dans le lot. Donc tu as lui et les 2 joueurs qui m'ont fait penser à cette rubrique. Hannibal à Séville. Option et puis je vois pas dans quel monde il s'est déjà fait remettre en place par le coach, déjà, c'est quand même un problème. Et pire que ça, je crois qu'il est sorti du groupe pour l'instant. Oui, ils l'ont remis. Il était dans le groupe. Ils l'ont remis, ils l'ont sorti pour le match. Ils l'ont remis. D'accord. Mais quand t'as le coach qui dit on lui a laissé du temps parce qu'il faut qu'il comprenne où il est arrivé, c'est pas bon signe, honnêtement. C'est pas bon signe. Le coach a dit ce genre de joueurs, il faut qu'ils comprennent quand ils arrivent dans un grand club. J'ai rigolé, j'ai lu, j'étais mort de rire, j'ai dit ouais, j'ai vu aussi. C'est vrai qu'il vient de D4. Et un autre joueur, et c'est ce qui m'a fait exploser, Daniel Gore. Ça par contre, c'est le plus énervant pour moi. Qu'on prête à Port-Vale. Port-Vale. En D3, qui joue le maintien en D3, putain. Alors que le gars, il a un petit niveau. Ça me fait penser à qui? Comment il s'appelle? Ethan Galbraith. Qui avait un petit peu de ballon et qu'on a prêté en 18, je ne sais où là. C'est ça. T'as oublié de citer les Joe Hugill, les Charlie McNeil. Oui, ceux-là, je ne les ai pas cités. Mais en fait, quand j'ai fait toute la liste là, je me dis, mais en fait, chaque fois qu'on prête un joueur, il y a, hormis Pereira et Dalot qui ont fait augmenter leur valeur, il n'y a aucun joueur qu'on a prêté qui est revenu pour jouer avec nous. Tu sais, ça va quoi nos prêts? Ils servent à pas que l'effectif en entraînement soit surchargé, tout simplement. Et pas avoir des mecs qui sont payés à rien faire. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ces prêts? Il n'y a pas de stratégie, exactement. C'est un peu Chelsea qui prête à tout va et qui reviennent, ils reprêtent, ils reviennent, ils reprêtent. Oui, mais après Chelsea, ils ont un groupe qui est plus de qualité. Moi, Hannibal, ça me fait chier. Je crois pas du tout en ce joueur. Je crois plus du tout en ce joueur. Je crois que j'ai pas vraiment déjà commencé à croire en ce joueur, et tu le prêtes assez vite, tu sais qu'il va pas jouer. Hannibal, comme j'en avais parlé en off avec vous, c'est que vu qu'on a investi sur lui 10 millions quand il avait 16 ans, le club va forcer jusqu'à ce qu'on arrive à rentabiliser ou récupérer une petite somme. Non, mais vous savez qu'on va pour moi, je le vois comme ça. Après. Vous savez qu'on va le vendre 3-4 millions cet été. Je vois bien qu'il est mis en figure, qu'il est mis en avant sur les publicités avec sa coupe et tout. Mais le club veut juste récupérer ses sous parce qu'ils ont investi dessus.
Donc lui, pour moi, c'est un problème, mais pour moi, le plus gros, c'est Daniel Gore. Je dis, le gars, il est international, c'est un des meilleurs joueurs anglais de sa génération. Il est international titulaire. Tu le prêtes en 3e div. T'arrives même pas à le refourguer à un Sunderland où t'as des bonnes relations ou. Non, mais même en Championship. Ouais. Je te jure qu'il a le niveau Championship pour moi. Bien sûr. C'est le type de joueur, il se fait les dents en D2 et l'année prochaine, façon Garner en fait. Pour moi, c'est le même que Garner. Ouais, donc, et moi, ce qui me fait peur, je vais pas vous le cacher, c'est qu'on a une génération qui est en train de défoncer tout le monde en U18, dans le championnat U18. Alors, c'est pas. Il va falloir bien les gérer, mais. C'est pas parce que tu défonces les U18 que forcément ces mêmes joueurs vont tous sortir, on est bien d'accord. Hein. Mais 13 matchs, 13 victoires quand même. Et tu joues face à tous les autres 18. Hein. Il y a City, il y a Liverpool, il y a tout le monde dans la clip. Et il y a des joueurs de très grand talent. Je pense à chez Lassie, je sais pas comment tu dis Lassie. Biancheri. Biancheri, que moi j'aime beaucoup. Alors, je suis un des seuls, mais Biancheri. Tu as le Jack Fletcher, un des fils d'Aaron Fletcher. Tu as Hamas, qui est un latéral qui a énormément de ballons. Tu as aussi Matuto qui vient de jouer, tu as un autre, un Williams. Et ça, c'est des gars qui ont 16. Ibrahimov aussi, qui a 15 ans et qui a joué ses premières minutes en U21. Donc, oui, lui, chaque fois, il est surclassé. Lui il est largement au-dessus des gens de son âge. Et tous ces joueurs-là, tu sais très bien qu'ils ne peuvent pas arriver dans le groupe de Manchester United. Meynou, pour moi, Garnacho, c'est un exemple. Il a aussi profité. Meynou et Garnacho, c'est deux bons exemples. Même si aujourd'hui, je trouve Meynou mieux intégré que Garnacho. Mais Meynou, il a profité de beaucoup de talent, d'être prêt physiquement, d'avoir des blessures à son poste. Et il s'est imposé comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, tu te dis, tu peux pas jouer. Donc voilà. Et Garnacho, il a aussi profité d'un moment où Sancho n'était pas là, Elanga, on l'avait vendu où il jouait pas, Rashford était absent, Martial est toujours absent. Il a profité pour avoir des minutes comme ça. Il a été performant. Mais sinon, tout le reste, il a quand même fait très peu de minutes sur le banc. Et on parle des deux meilleurs qu'on a eu depuis Greenwood et puis sinon Rashford, toi, les autres. Là, tous ces jeunes-là, tu vois, il y en a certains que j'ai cités, ils ont déjà 12 goals en U18, ils vont jouer après en U21. Il y a certains, ils cartonnent déjà le U21. Et j'ai tellement peur qu'on fasse la même chose. Chong, il avait du potentiel. Angel Gomez, il avait du potentiel. Tu sais, cette génération où la dernière. Et on a tous foiré, tous ces joueurs, on a foiré l'après-formation. Ah oui, Angel Gomez. Quel gâchis. Et là, on a une génération qui est vraiment, je veux pas dire dorée, mais quand même. Je suis moins inquiet parce que, entre guillemets, avec le changement de direction et Nice qui pourrait être, sauf s'ils sont pas, sauf s'ils ont vendu, sauf s'ils sont vendus, ouais, et Lausanne. Ouais, Lausanne, c'est la D1 Suisse. D1 Suisse, c'est les meilleures équipes, c'est fonds de première ligue. Et c'est fonds de première ligue, entre fonds de première ligue et de championship, les derniers, on dira, fonds de championship. Donc, et c'est un championnat où tu as beaucoup moins d'intensité physique. Donc, tu vas moins te faire détruire par des maçons de 35 ans à Ipswich, tu vois. Donc, ça pourrait être une solution. Mais, et où je dis j'ai peur, c'est pour vous donner ces U18 là, ils sont quand même 13 matchs, 13 victoires, 42 buts marqués, 7 encaissés. Et dans leur groupe, alors il n'y a pas Arsenal et Chelsea, mais dans leur groupe, il y a City, Liverpool, Newcastle, les Wolves, Everton. Ils jouent pas des peintres, quoi. Donc, on s'est assez plaint justement du manque de vivier. Là, il y a une génération de U18 qui arrive. Faudra pas en gâcher, quoi. Et quand tu vois, moi je vois, moi je te promets, le prêt de Daniel Gore va servir à rien. Je pense que ça va le tuer plus qu'autre chose s'il n'est pas costaud mentalement. Tu sais quoi? Je pense qu'il va être le meilleur joueur de là-bas. Parce que pour moi, c'est déjà un meilleur joueur de foot que McTominay, par exemple. Un meilleur joueur de foot. Mais après, là, si tu prends le joueur au complet, l'athlète et tout, c'est différent. Mais c'est dire qu'il va aller là-bas. En plus, c'est un milieu de terrain. C'est pas un buteur où tu te dis, il va se mettre en avant en mettant beaucoup de goals. Et quoi qu'il arrive, il marche sur l'eau là en 3e division. Tu fais quoi l'année prochaine? Tu peux pas l'intégrer. Bah ça va être difficile de l'intégrer. Et tu vas te dire quoi? Tu vas te dire quoi? Bon, bah on le prend en pré-saison avec nous.
Et on le prête en D2. Et on le prête en D2. Sauf que tu as perdu du temps. Et tu as perdu 2 ans. Alors, il est jeune, hein, et puis tous ceux que je vous ai cités là, ils sont encore plus jeunes, à 18 ans. Les 3 quarts que je vous ai cités là, qui défoncent les U18, ils ont 16 ans. Hein. Donc, c'est vraiment une génération dorée. Williams, il est un peu plus vieux, il a 18. Mais bon, quand tu le vois jouer face aux U18 des autres équipes, tu as l'impression que c'est un monstre. Mais toute cette génération-là, toi, j'ai pas envie que ça devienne des Hannibal Bejbri, des mecs que tu traînes, que tu prêtes, que tu gardes. Même Elanga. Alors, Elanga, il fait une bonne saison cette année, mais c'est toujours. On l'a gardé trop longtemps. Pour finir, on l'a bien vendu, tu me diras. Tu me diras qu'Elanga, on l'a bien géré au final. Par miracle, on l'a bien géré. Parce que Ranić l'a intégré. Mais toi, même, tu regardes là, Omari Forson qui est rentré aujourd'hui. Le gars, il va avoir 20 ans cet été. Lui, en juin, ça part en D2 ou en D3 pour 2 millions. Exactement. Et encore. Et encore. Il sera en prêt l'année prochaine. Et en fait, j'ai beaucoup parlé là. Mais pourquoi ne pas l'avoir prêté dès ce genre de Et tu vois, tous ces gars-là, et c'est aussi ce que City a fait de très fort, et c'est aussi ce qui fait que Chelsea est toujours dans le clou des fair play financiers. Donc, la première chose, c'est qu'ils font des contrats de 7 ans, ça aide. Mais c'est surtout qu'ils vendent énormément de ces joueurs. Et toi, les Omari Forson, pour moi, ils devraient être déjà vendus cet été 3, 4, 5 millions, tu t'en fous. Hannibal Bejbri devrait être vendu. Joe Gill, il doit être vendu. Shola Shortire, il doit être vendu. Charlie McNeil doit être vendu. Pellistri aussi. Et Ahmad à voir. Tu vois, à voir en fonction de ça. Et tout, il faut en fait savoir cette transition. Il faut savoir faire soit tu le prêtes dans un club où il va jouer, il va se mettre en valeur. Et je suis pas sûr que la Championship soit le meilleur exemple, tu vois. C'est tellement dur le Championship. Les joueurs offensifs, mais je pense que la réflexion elle doit être bête et simple. C'est qu'il y a plus de matchs, c'est un contexte rugueux, donc ils vont apprendre. Aussi simplement. Je pense que vraiment la réflexion ne s'arrête pas plus long que ça. Tu sais ce que c'est pas si mauvais que ça comme réflexion. Non, mais ça dépend quel après, type de joueur. C'est pas forcément le même, comme il a dit, c'est un championnat beaucoup plus physique, beaucoup plus rugueux. Toi, par exemple, un Willy Camboila l'année prochaine, soit tu le fais jouer, soit moi, là, je le prétends des deux parce que tu te dis, un défenseur, il a besoin Un défenseur, ouais, il a besoin d'apprendre. Tu vois, moi, pas de chance de tous les joueurs que je vous ai cités là, il y a juste Hamas qui est latéral gauche. Sinon, c'est des 10 ou des attaquants ou des ailiers. Moi, ces joueurs-là, je préférerais les prêter en Allemagne. Tu vois. Pourquoi on prête jamais nos jeunes en Allemagne? Parce qu'on c'est ouvert. Tu peux faire un truc avec parce que là, on revient dans ce que je... Amad Diallo qui a réussi entre guillemets, même si c'est un cas isolé, mais voilà. On revient à ce que je disais, c'est qu'on manque de structure de ce côté-là et que franchement, je veux dire, ça va, on dit toujours oui, nos clubs pour prêter, c'est Sunderland et le club Standard de Liège, là, ça va 3 minutes. Mais tu vois, je trouve que structurellement, on manque. On n'en voit plus. On leur envoyait trop de carottes, ils ont arrêté. Structurellement, je trouve que tu vois, on manque justement de contact, le club, je trouve. On manque de. C'est ce qu'a fait de très fort le City Group. Et c'est ce que fait très fort le groupe Red Bull. C'est être capable de c'est des clubs satellites, c'est encore autre chose, tu vois. Et après, après, on peut peut-être clôturer gentiment là-dessus. Mais ouais, on peut arrêter là. C'est peut-être aussi ce que Omar Berrada va apporter, lui qui était responsable. J'espère. Et alors, c'est un poil différent parce que les clubs n'appartiennent pas à Manchester United et aux Glazers, ils appartiennent à Ineos. Ils font partie du groupe. Mais Nice, ça va être dur de prêter des joueurs à Nice, honnêtement, parce qu'ils jouent quand même le podium de Ligue 1. Prêter un jeune de 18 ans là-bas, c'est compliqué. Mais Lausanne, dans le championnat suisse, Salah, il a commencé dans le championnat suisse. Et c'est un bon chemin, c'est un très bon tremplin. Très bon tremplin. Les joueurs sont regardés énormément par les clubs de Bundesliga parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire des super affaires à 10-15 millions. Et donc, tu peux les mettre là-bas, ça joue, tu as peu de pression, tu n'es pas médiatisé, ou très peu médiatisé en Europe. Donc, tu n'as pas tout le monde qui va scruter ce que le gars que tu as en prêt fait. Donc, il est calme, tu as une vie qui est paisible. Tu n'es pas du tout dans le star power que tu as en first system que tu as en Angleterre. Hein. Si vous regardez les interviews d'Oharo, il expliquait, lui, il allait faire ses cours sans problème et tout, alors que même à Paris, c'était compliqué. Bref, et donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on utilise ça et qu'on améliore ça. Parce que moi, quand je vois tous les prêts qu'on a fait là, même Alvaro Fernandez, alors moi, je le rate pas beaucoup, au contraire de Mohamed. Pourquoi on le prête à Benfica? Si le Benfica le veut vraiment, tu nous l'achètes. Parce que Benfica est venu pour l'acheter, on leur a dit non, on vous le prête avec option. Mais l'option d'achat n'est pas obligatoire, donc. Et puis elle est que de 6 millions.
6 millions? Ouais, alors, déjà ça parlait de 10 millions au début, après ça a baissé à 6 millions. Après, là, il n'a pas encore joué, juste à faire erreur. Il a fait sa première rentrée hier, fin de match. Rien d'exceptionnel, mais il a commencé sa nouvelle expérience, on va dire. On verra. Bref, tout ça pour dire que je voulais faire un point sur ses frères. C'est plutôt moi qui ai fait un monologue plutôt qu'on a fait un vrai point. Mais pour moi, c'est un des gros points qu'on a. Notre académie s'est un peu relevée avec cette génération-là. Un peu plus, elle tourne celle de City, elle défonce celle de City, donc elle défonce celle de Liverpool. C'est quand même pas rien. Non, il n'y a pas le même investissement, que ce soit en moyen et exactement. Et on a fait des très bons choix. Hein. Les Alessi Biancheri, les Fletcher, on a un petit avantage avec le père qui fait les pizzas pour le club. Mais tous ces gars-là, on allait les chercher. Parce qu'il y en a très peu qui sont anglais et tout. Donc on a plutôt bien travaillé sur ces jeunes-là. Et je veux pas qu'on les défonce comme les 10 dernières. Mais sur ça, on a toujours été relativement bon. Hein. On a toujours bien cherché les joueurs. C'est pas transformé. Mais après, voilà, transformé. C'est la bascule. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Au final, si on regarde les joueurs qui ont réussi vraiment la bascule pour Manchester United, on n'a pas beaucoup. Pour moi, quand je mets ça, c'est soit tu as joué pour Manchester United, vraiment, soit on t'a vendu à un bon prix. C'est-à-dire que tu as rapporté à Manchester United. Et pour moi, je vois depuis 2015, Rashford, McTominay, pour des raisons obscures, Greenwood, voilà. Elanga. Et Elanga et Pereira. T'as même une stat qui va dans ce sens-là. Je sais plus si elle est à jour à l'heure actuelle, mais on était le club en première ligue où le plus de joueurs a été formé chez nous. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on forme des professionnels, mais on les vend pas, voilà, ils partent gratos. Et on est le club qui forme le plus de professionnels en PL. Tu regardes la génération Brandon Williams, Greenwood. Greenwood est aussi là-dedans, mais bon, Greenwood c'est différent. Mais Brandon Williams, Chong, Angel Gomez, les trois ils étaient vus comme des joueurs potentiels. Au final, Angel Gomez parti libre. Thais Chong, on l'a vendu quoi, 2 millions? 1 million. Ouais, et avec une prime s'il est revendu, on touche un pourcentage. Et Brandon Williams, vous savez très bien qu'on va le lâcher soit libre, soit 1,5 million ou 2 millions. 750 000. Voilà, exactement. Comme on peut rajouter ton pote, Iqbal, qu'on a vendu pour 750 000. Lui, on l'a même pas prêté, par contre. Et donc, cette gestion. Après, la seule avancée. La seule avancée comparée à avant, c'est que maintenant, on met des clauses de rachat et des clauses de revente. Wow. Un pourcentage à la revente. Alors qu'avant, on faisait pas du tout. Ah non. Après, on reprenait 100 millions pour les avoir. Donc voilà. Donc c'est juste un petit message sur les prêts. J'espère vraiment que ça va changer ça avec la nouvelle structure. Avant de clôturer, juste une date importante, le 4 février, c'est le jour où, je crois que c'est le 4 ou le 5, je sais plus, février, c'est le jour où l'annonce, l'officialisation de la prise de contrôle d'Ineos, de l'arrivée dans le capital d'Ineos. Donc pour une fois, on est en avance. D'habitude, on avait dit mi-février, fin février l'autre fois. Ouais, donc c'est ça, à partir de, c'est-à-dire qu'au final, à partir de mi-février, ça va bouger. On espère que ça va bouger. On sait qu'il y a pas mal de rumeurs, donc on espère qu'on pourra vous parler de choses un peu plus positives que ces podcasts qui deviennent une thérapie plus qu'une joie. Donc, c'est là-dessus que se termine ce podcast. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je vous rappelle toujours, n'oubliez pas le petit follow, le petit like, le petit commentaire, ça nous aide énormément. Et donc, et aussi de nous suivre sur les différentes plateformes, d'aller sur le forum si vous voulez participer au podcast. Aussi, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. On essaie de répondre au maximum de commentaires, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Bonne semaine à vous. Bonne semaine.